Donc bonjour à tous et bonjour à ceux que j'ai su qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là ce matin, qui étaient là. Je parlerai un petit peu de ce matin pour ceux qui n'étaient pas là. Je voulais redire et dire que j'étais particulièrement heureuse d'être là. C'est très très loin de chez moi, mais j'ai de la famille ici, donc j'ai pu conjuguer l'utile et l'agréable. Donc c'était pas non plus sacrificiel. J'adore cette région. Et voilà, c'était important pour moi. Ça fait longtemps que je voulais venir ici. J'ai très envie de revenir. Donc, normalement, je vais revenir régulièrement. Et donc, voilà, c'est vraiment pour moi très important. Je ne vais pas vous raconter ma vie sur cette région, mais j'ai vraiment un lien. Et c'est pour ça que je voulais absolument accepter cette invitation et qu'on a réussi à le faire dans une période, un moment pas forcément évident. Je voulais vous dire aussi que j'étais très heureuse de ce qui s'est passé ce matin. C'était très intéressant politiquement, j'ai trouvé. Aussi bien les échanges entre les 4 députés, entre eux, les députés et moi, et puis évidemment l'assistance. Donc j'espère qu'on pourra utiliser, je ne sais pas comment, la captation. Je crois qu'on en parle. C'est très important de prendre ça très au sérieux. Que fait-on des images qu'on produit, des archives, etc. C'est jamais très simple, mais je pense que c'est très politique, mais je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Et donc, du même coup, ceux qui n'étaient pas là ce matin pourront regarder ce moment assez intéressant. Donc je reviendrai, j'espère, y penser, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux aborder là. J'ai une petite heure pour le faire. Et ensuite, on aura une demi-heure de discussion ensemble, ce qui est évidemment beaucoup trop peu, mais bon, il est tard déjà. On est un peu fatigué. Donc on va faire comme ça. Donc j'espère revenir de temps en temps sur les échanges de ce matin. C'est un des fils que je voudrais tenir. Avant de vous annoncer le plan de mon intervention, je pense que vu que je vais parler longtemps seule, je pense que c'est important, vous voyez un peu les moments qu'on va traverser, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué de tenir votre attention. Mais avant de me lancer dans la présentation du problème, je vais faire quelque chose d'assez académique en réalité. La présentation du problème, il y aura 3 moments, puis il y aura des fils conducteurs que j'espère scander dans chaque moment, un peu à la Jean-Sébastien Bach, quoi, quelque chose d'un peu arithmétique ou géométrique. Et avant cela, on m'a demandé, je vais faire bien volontiers, de présenter les ouvrages qui font que je suis là en réalité. Donc très rapidement, parce qu'on a autre chose à faire. Le premier livre qui est sur la table, c'est « Il faut s'adapter ». C'est un livre que j'ai fait paraître en 2019 et qui m'a fait basculer dans ce que j'appelle une médiatisation effrénée et qui n'était pas du tout prévue. Le carburant qui a expliqué cette médiatisation, c'était le mouvement des Gilets jaunes qui est arrivé en même temps que le livre, ce qui fait que beaucoup de journalistes avaient envie de m'inviter et donc c'est un hasard extraordinaire qui fait que je me suis retrouvée, et moi-même d'ailleurs j'avais un prix le Gilet jaune. Et donc pourquoi? Alors parce que c'était sur l'affrontement entre le néolibéralisme profondément autoritaire et qui passe par les instruments de l'État et la démocratie. Et comme partout en France il y avait un affrontement entre ce nouveau libéralisme autoritaire incarné par le jeune président Macron et une aspiration démocratique saisissante portée par les Gilets jaunes, Démos, le peuple, Kratos, le pouvoir, une espèce d'irruption de l'aspiration démocratique, ça a porté le livre. Ce livre, il ressort en version poche le 15 septembre, en folio, et j'ai fait une postface inédite à laquelle je tenais beaucoup. J'ai vraiment dû tenir ma ligne pour vraiment avoir le sous-titre que je vais vous donner. C'est donc la postface, elle fait 6 pages, mais j'y tiens énormément, ou 8 pages. La postface, elle s'appelle du néolibéralisme à la démocratie, et le sous-titre c'est Hommage aux Gilets jaunes et au mouvement des casseroles.
j'ai voulu inscrire l'histoire de ce livre dans ce que je venais de traverser avec les casseroles, et qui n'est peut-être pas fini, car on en parlait ce matin, il ne faut pas se hâter de considérer que c'est fini. Je rappelle que les Gilets jaunes, on les a enterrés 100 fois, et puis qu'ils sont toujours là, en fait. On est là. Donc ça, c'était le... Je dis ça parce que je dis souvent, les gens de gauche, dont je fais partie, ont une espèce de pulsion on a perdu, hein, qui revient en permanence. Et donc, pourquoi s'empresser, hein, avant vraiment de considérer que le patient est mort, attendons vraiment qu'il soit mort, quoi. Enfin, dès qu'il y a un arrêt, dès qu'il y a une pause, dès qu'on est fatigué, dès qu'il y a une décélération, il ne faut pas dire que ça y est, tout est fini. La droite, elle, ne fait jamais ça. Elle avance toujours. Elle croit toujours en elle. La droite a une énorme confiance en elle-même. À nous d'avoir aussi confiance en nous. Ça ne veut pas dire d'être des illuminés qui croyons que tout va marcher et qu'on va mécaniquement vers la lumière. Mais ça veut dire avoir confiance en nous-mêmes, beaucoup plus que nous l'avons. La droite met en scène une absence de confiance en soi parce qu'ils auraient perdu la bataille culturelle, je ne sais pas quoi. Mais en réalité, ils sont dans une confiance. Il y a peut-être des gens de droite ici, hein. Désolée, je fais comme si on était entre nous. On est très souvent de droite sans savoir, dans nos milieux. Alors ça, c'était pour ce premier livre. Ensuite, le livre que j'ai fait ensuite, je pense que c'est celui-là, du Cap aux Grèves, justement, où j'ai... Suite à la médiatisation de ce livre, je me suis retrouvée, j'ai basculé dans des Gilets jaunes au mouvement contre la réforme de retraite à points. Donc on a gagné. Juste, je le dis, hein, parce que souvent il y a des gens, ils n'ont toujours pas réalisé qu'on avait battu Macron sur les retraites à points. Il y a plein de gens qui ah oui, c'est vrai, non, mais c'est à cause du Covid. Non, c'est pas à cause du Covid. S'il n'y avait pas eu ce qu'on a fait, ça aurait été appliqué là. Ce qui a empêché la retraite à points, l'application de la retraite à points, c'est l'extraordinaire mouvement populaire qui s'est levé dans le pays pour l'empêcher. Et ils ont été obligés, et donc ils se sont entre-déchirés entre eux, du coup, et ils ont été obligés de faire totalement autre chose, tout aussi scandaleux et ignoble, mais voilà. Donc, je me suis retrouvée embringuée de la médiatisation d'un livre à un mouvement qui était transversal à l'hôpital, le lycée, l'université, la recherche et la question des retraites. La question de l'écologie était encore assez peu connectée à tout ça. C'était encore très en pièces détachées, mais il y avait des couleurs différentes que le jaune. Il commençait à y avoir quelque chose d'un peu bariolé et des gens qui ne s'étaient jamais parlé, qui se retrouvaient dans des assemblées générales communes. Ça m'a fasciné, ce mélange de couleurs, c'est-à-dire des gens de la CGT qui parlent avec des gilets jaunes, qui parlent avec des autonomes et qui normalement ne devraient pas pouvoir se parler. Et j'ai été intéressée par tout ce qui nous handicapait dans la réflexion sur la grève, comment on fait grève, qu'est-ce qu'une grève, etc. Et sur ce qui se passait historiquement à ce moment-là. Et là, j'ai été tellement épuisée par le fameux burn-out militant. Alors moi, je ne suis pas militante, mais disons que ça m'arrive d'être extrêmement engagée dans des mouvements quand c'est très fort. J'ai été tellement épuisée que quand même, j'ai perdu des plumes, comme beaucoup de gens qui s'engagent. Et au bout d'un moment, je n'y ai plus tenu. J'avais besoin de parler, de raconter ce que j'avais vécu. Ce que j'ai fait donc dans ce livre du Cap aux Grèves. Qui normalement devait sortir dans un contexte normal, et nous avons été enfermés. Je dis nous avons été enfermés puisque c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Je me suis retrouvée enfermée en quelques jours, sans rien comprendre de la situation, et j'ai vu que tous les camarades, avec beaucoup de guillemets, avaient tous disparu. Tout le monde était dans son terrier, il n'y avait plus personne qui répondait au téléphone. Terminé, au revoir, terminé. Moi j'étais dans une ville où je connaissais pas grand monde, de Bordeaux, donc c'était assez violent. Et donc j'ai fini le livre
enfermée avec mes enfants, toute seule. C'était dans des conditions assez atroces. Et j'ai fait une postface qui s'appelait la grève confinée. Parce qu'en fait, j'ai découvert que j'étais obsédée par la question du confinement pendant tout le livre, avant le Covid. C'est-à-dire que j'avais des espèces de visions un peu cauchemardesques d'une société dans laquelle tout le monde reste chez soi, derrière son écran, avec sa famille. Tout le monde fait des trucs en ligne, tout le monde est derrière. Les gens ont beaucoup de mal à s'assembler. Alors c'est beaucoup moins vrai ici, c'est beaucoup moins vrai dans le coin de Bourgogne où j'étais hier, c'est beaucoup moins vrai dans des coins où j'ai vécu dans la Drôme ou dans le Lot, où il y avait une certaine convivialité, une certaine vie ensemble. Mais dans les grandes villes où les gens comme de ma catégorie professionnelle habitent en général, les gens en fait, sont très seuls. Et ils sont avec leur famille, essentiellement. Donc ils sont déjà confinés et ils ont beaucoup de mal à entrer, moi la première, dans un mouvement social et dans un mouvement politique, parce qu'en fait il faut s'assembler. Et il faut accorder énormément d'importance à ce phénomène spatio-temporel d'un assemblement régulier. Donc c'est le manque total d'intérêt sur cette question qui, à mon avis, explique beaucoup l'échec qu'on peut avoir régulièrement ou le sentiment d'échec qu'on peut avoir. Et donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et est arrivé là-dessus le confinement. Donc vous voyez, c'était forcément incroyable au niveau thématique puisqu'on était dans la question des lieux, dans la question du temps. Voilà. Et j'ai fini de manière un peu mégalomaniaque par 11 thèses sur la grève qui sont une réponse moins à Marx qu'à un certain marxisme facile et fatigant qu'on a dans les AG d'étudiants. Un marxisme avec beaucoup de réflexes non réfléchis. Bon bref, donc comme c'était pénible, je me suis dit je vais relire, je l'avais lu il y a longtemps, les thèses sur Feuerbach et puis je vais répondre à certaines choses, enfin j'ai tenté. Donc ça, c'était ça. Puis ensuite, évidemment, je me suis retrouvée dans une position un peu compliquée, puisque je travaillais avec les gens du CHU, du CHU de Bordeaux, beaucoup d'infirmiers, de médecins, de chefs de service, de paramédicaux, beaucoup d'hospitaliers, donc vraiment en général du CHU et d'autres métiers de santé, avec lesquels je travaillais dans le cadre d'un master. Et donc j'étais habituée à travailler sur les questions de santé publique et de démocratie en santé. C'était un de mes champs de recherche depuis une dizaine d'années. Je me suis retrouvée à découvrir des choses terribles qui se passaient dans la gestion du Covid. Et très rapidement, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester silencieuse face à ça, quoi. Donc j'ai constitué un petit groupe d'étudiants et de collègues, avec des gens vraiment très installés au CHU, pas du tout des gens marginaux, ou pas du tout des gens rejetés par le système, vraiment des gens très installés dans la place, mais qui étaient effarés, et on a construit une réflexion, et j'ai été la plume de ça, donc c'est de la démocratie en pandémie. Et comme alors cet ouvrage a eu énormément de succès, c'est une espèce de best-seller de tract. Il s'est vendu, je sais pas, 80 000, 100 000 exemplaires, donc c'est complètement dingue. Il a été assez vite plus du tout relayé dans les médias, parce que ça dérangeait beaucoup. Et il a été caricaturé dans mon milieu comme elle défend les libertés contre la santé. Et donc là, à partir de là, François Alla, avec qui j'ai écrit ensuite ça, qui est chef du service de prévention au CHU de Bordeaux, qui est quelqu'un qui est très influent au CHU de Bordeaux, qui est vraiment extrêmement respecté, voilà, enfin il dérange certaines personnes au CHU de Bordeaux, évidemment, mais il est, voilà, il a une place vraiment importante. Il m'a dit, écoute, il faut vraiment maintenant qu'on aille plus loin et qu'on fasse quelque chose sur la santé publique, tous les deux, en nom propre et tout. J'ai dit, c'est vrai, t'as raison, c'est pas possible, c'est insupportable d'entendre toutes ces bêtises. Et donc, on a fait ensemble Santé publique année zéro, où on a dit qu'on avait fait, il était déjà intervenu dans celui-là, pour la santé, au nom de la démocratie en santé. C'était pas la démocratie contre la santé ou la liberté contre la santé. Et donc, on s'est livré à toutes sortes d'analyses épistémologiques, etc. Et moi, j'aurais jamais pu le faire sans lui. Je n'ai pas les moyens. Lui, il est épidémiologiste.
et il est professeur de santé publique. Et alors, il a contribué à la réflexion sur la stratégie de la vaccination Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc., des soignants du CHU. Il a participé à ça. Les gens avec lesquels je travaillais, la plupart injectaient des gens avec ce produit et pratiquaient en fait ça, et évidemment étaient eux-mêmes vaccinés. Et donc, on a commencé à discuter tout ça, et évidemment, on a été présentés comme des anti-vax. Ce qui est quand même extraordinaire. Là, il faut quand même faire fort, quoi. Et la fois où vraiment j'ai été traitée d'anti-vax, de la manière la plus extraordinaire, la plus frontale, la plus publique, la plus spectaculaire, c'est dans une émission qui est toujours en ligne sur France Culture, qui s'appelle La méthode scientifique. J'ai été invitée avec Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Donc vous pouvez le trouver, hein, Barbara Stigler, Jean-François Delfrécy, France Culture. Puis de toute façon, sur Radio France, vous voyez les gens, vous pouvez écouter toutes les émissions des gens qui passent régulièrement sur Radio France. C'est assez intéressant. Et donc là, en fait, moi je disais, ma ligne c'était, on me remettait à ce qu'ils étaient soignants, ils trouvaient que le produit était très intéressant pour un certain nombre de gens, notamment les gens avec des gros facteurs de comorbidité, enfin, c'était ça l'hypothèse en tout cas de l'époque, en particulier d'un certain âge, de l'obésité, enfin voilà, il y avait certains profils où ça semblait être intéressant. Et il était évident pour tous ces gens que ça n'avait strictement aucun intérêt pour les jeunes. Aucun. Les jeunes sont totalement aberrants. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'experts internationaux qui avaient dit c'est pas question, enfin, on ne donnera pas ça aux jeunes et aux enfants, ça n'est pas justifié. Et donc, moi, je m'en tenais juste à ça, parce qu'il y avait déjà une forme de consensus scientifique, enfin, un début de consensus scientifique là-dessus. Même si en France, il y avait des militants de la vaccination, tous azimuts, universels, complètement déchaînés, etc. Donc, et quand j'ai parlé avec Delfrécy, c'était en direct et en public, il savait que j'avais raison. On voit dans la discussion qu'il sait que j'ai raison, mais il ne peut pas le dire. Donc il disait rien, il commençait à s'énerver. Et puis au moment où j'ai dit qu'il y avait une forme de censure sur la question des effets secondaires, là, il a explosé. Et il a commencé à me maltraiter en public et il a dit « Vous êtes totalement à côté de vos pompes, madame ». Moi j'ai dit bon, « Écoutez, vous allez vous calmer, etc. » Bref. Et ça a continué comme ça, il était déchaîné. Et moi je me suis pas énervée. Et là, le présentateur a dit je suis vraiment extrêmement déçu que ça dégénère dans une discussion entre pro-vax et anti-vax. Et là, j'ai dit, je peux aussi me mettre à m'énerver, si vous voulez. Donc j'ai été traitée par un présentateur de France Culture d'anti-vax, en direct et en public, sur les ondes, alors que j'avais expliqué au début de l'émission, pendant 10 minutes, que les gens avec lesquels je travaillais, ils injectaient ces produits. Mais j'étais anti-vax. Enfin, quand on en arrive là, et quand on est sorti de l'émission, je lui ai fait comprendre que j'étais vraiment pas contente. Et là, il m'a dit, j'espère que je vais pas perdre mon boulot. Je dis, bah, si vous en êtes là, c'est très inquiétant. Donc, voilà, c'est quand même des années un peu particulières. Et aujourd'hui, bah, je viens de rendre un manuscrit sur la démocratie, que j'ai coécrit avec Christophe Pébart. Démocratie manifeste, dont je vais parler un peu là maintenant. Donc ce que je voulais vous proposer comme parcours, on m'a demandé d'intervenir sur la démocratie, donc je vais bien sûr revenir sur le travail qu'on est en train de faire avec Christophe Pébart. Ce livre, il va paraître aux éditions du Bordelot le 15 septembre, en même temps que Folio. Il faut s'adapter. Donc ça va beaucoup nous occuper. On est très content d'avoir fait ce livre à deux, comme avec François là, un livre écrit à deux, c'est très intéressant. Et donc je vais vous proposer un parcours sur 3 moments. Je vais m'asseoir un peu. Et ensuite on discutera une demi-heure. Donc le premier moment que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est qu'est-ce qu'on entend par démocratie.
On l'appelle dans l'introduction de notre manifeste un objet insaisissable. Et on montre qu'en fait c'est quelque chose qu'on connaît très mal, sur quoi circulent énormément de clichés. Il n'y a pratiquement aucune réflexion sur la démocratie. C'est extrêmement maltraité ce sujet en fait. Alors on montre que c'est le cas en philosophie, où la démocratie est très maltraitée, traînée dans la boue, où vraiment c'est un objet d'indifférence. Rien à voir avec le libéralisme, par exemple, ou la République. Et même chose en histoire, où les historiens maltraitent beaucoup la démocratie, c'est notre thèse en tout cas. Et finalement, même les partis politiques, les militants, il y a assez peu de réflexion sur la démocratie. Enfin, en tout cas, on a ce diagnostic que vous ne partagerez peut-être pas, mais qui est très sévère, sur la manière dont on maltraite la démocratie, et on appelle démocratie quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie. Donc ça sera le premier temps. J'aimerais revenir à chaque temps, éventuellement sur ce qui s'est dit ce matin, mais surtout à chaque fois, parce que ça m'a été demandé, sur la question du Covid, dont j'ai déjà un peu parlé, dans chaque temps. Deuxième temps, si nous ne sommes pas en démocratie, aujourd'hui, ce que je vais défendre, comme thèse un peu audacieuse, dans quoi sommes-nous ? Très dur à qualifier. Là, franchement, moi, je suis en travail là-dessus. Je n'y arrive pas vraiment. J'essaye. J'essaye de qualifier, mais de toute façon, on saura plus tard. Mais bon. Et troisième et dernier temps, la fameuse question que faire qui était là ce matin, une fois qu'on a fait ce diagnostic. Donc moi, je ne ferai pas de pronostic. Je n'en fais pas. Je pense qu'on est incapable d'en faire. On est dans une période extrêmement indécidable, extrêmement critique. Ça peut partir dans tous les sens, y compris le pire évidemment. Donc le pronostic, ça n'a aucun sens. En revanche, essayer d'entrevoir des directions, qu'est-ce que je peux faire moi là où je suis, ça bien sûr, il faut se poser la question, il faut se poser la question collectivement. Donc je reviendrai sur la question de tenir des lieux, qui a été un peu le moment de conclusion de ce matin. Alors, et je reviendrai, bien sûr, encore une fois, à chaque fois, sur ce moment du Covid. Donc, premier temps, la démocratie, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie démos, kratos, donc c'est deux mots grecs. Ça a été inventé, ce mot, par les Athéniens, l'Athènes classique, au 5e siècle. Ils ont d'abord eu une expérience démocratique, ils n'avaient pas de nom au départ, et ils ont trouvé plus tard, quelques temps plus tard, ce nom. Ils ont cherché des noms, et c'est ce nom qui s'est imposé, Démocratia. Démos, Kratos. Tout ça, c'est raconté par, précisément, l'historien Christophe Pébart, avec lequel nous publions Démocratie manifeste en septembre prochain. Lui, il a fait un travail sur Athènes considérable, sur l'Athènes classique, sur la démocratie. C'est un des spécialistes de cet objet. Et son livre est paru l'année dernière, en mai dernier, il y a 1 an. Il s'appelle Athènes, l'autre démocratie. Alors, l'autre démocratie, c'est un peu ironique, parce que ça veut dire que nous serions, nous, une démocratie, et Athènes serait une autre démocratie, mais évidemment, il y a un petit doute, c'est l'autre démocratie, est-ce que vraiment nous sommes dans une démocratie ? C'est cet effet un peu miroir, qui cherche dans le titre et le sous-titre. Athènes, notre démocratie, ça a été un livre très important pour moi, parce que je ne pouvais pas conduire mon travail sur la démocratie sans travailler sur Athènes. Or, c'était très difficile d'accéder à la démocratie athénienne, donc ça faisait des années que j'attendais le livre de Christophe. Il est paru, et à partir de là, on s'est mis à faire un duo par des conférences qu'on fait à 2, on en est au 20e acte, et donc on reprend sans cesse la question d'une histoire et une philosophie démocratique de la démocratie. Et c'est vraiment inépuisable, hein, on s'ennuie pas du tout, ça rebondit sans cesse, puisqu'en plus c'est toujours articulé à l'actualité, qui est particulièrement riche. Donc, quand on a commencé le duo l'année dernière, lui, quand il prenait la parole, il disait, en gros, très vite, il s'adressait au public et il disait, bon, c'est évident, on n'est pas en démocratie. Moi, j'étais très timorée, je le trouvais très audacieux, et moi, je lui avais dit, c'est dur à dire en public. Souvent, on est filmé, c'est sur Twitter, donc moi, j'avais du mal à dire il y a 1 an, nous ne sommes pas en démocratie. Certes, je le pensais, mais j'avais pas envie
qu'on prenne des capsules de moi. La philosophe qui avait soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon en plus, etc., etc. Dire bon ben, vous voyez bien que nous ne sommes pas en démocratie. Parce que immédiatement, c'était la période Covid. Ah oui, nous sommes en dictature. Alors, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans le monde journalistique, et je mets complètement de côté les réseaux sociaux, ils n'existeraient pas, ce serait pareil. Dans le monde journalistique tel qu'il s'est recomposé aujourd'hui pour garder un ordre de manière extrêmement réactionnaire et pour désigner des ennemis de l'intérieur, c'est eux, nous, 1-0, oui, non, etc. Donc soit vous êtes en démocratie, soit vous êtes en dictature. Alors que c'est pas du tout vrai. Il y a plein de nuances entre il y a toutes sortes de formes d'autoritarisme. Il y a la dictature, il y a la tyrannie, il y a le totalitarisme, il y a des totalitarismes différents, le stalinisme, le fascisme, le nazisme. On a vraiment, on a l'embarras du choix. Enfin, et la dictature, c'est bon, avec un homme, etc. Enfin, d'ailleurs, c'est un concept que je ne maîtrise pas très bien. La démocratie, bon, j'en parlerai après, mais un régime un état de droit, c'est pas la démocratie. Un régime libéral, c'est pas nécessairement la démocratie. Enfin, en fait, il y a plein de possibilités dans les communautés humaines, dans les sociétés humaines de gouvernement. C'est pas démocratie ou dictature. Donc ça, c'est une simplification. Et moi, je n'ai jamais parlé de dictature sanitaire. D'abord parce que je n'étais pas sûre qu'on soit dans une dictature. Ça me paraissait pas forcément le bon terme. Peut-être que maintenant, depuis 2-3 jours, oui. Ou peut-être il y a 2 mois, depuis le 16 mars. Peut-être un peu avant, j'en sais rien, enfin, c'est très difficile à qualifier, c'est vraiment un travail qu'il faudra du temps pour qualifier. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était certainement pas sanitaire. Puisque dire une dictature sanitaire, ça voudrait dire une dictature qui impose de la santé à tout le monde. Pour moi, je voyais des effets qui détruisaient la santé. Donc déjà, dire que Macron, il avait un pouvoir... certes autoritaire, mais qui nous donnait la santé, déjà je n'étais pas d'accord avec ça. Donc ce terme de dictature sanitaire, moi, il ne m'allait pas. Et donc je problématisais, mais j'avais du mal à dire nous ne sommes pas en démocratie. Je le pensais, et j'avais du mal à l'assumer publiquement. Parce que immédiatement on a ce réflexe. Ah oui, donc on est en dictature. Ah oui, mais pourtant vous avez le droit de parler, vous avez le droit de critiquer Macron, vous avez le droit de ceci, vous avez le droit de cela. Donc, c'était compliqué, et je me disais, si je dis ça, il y a tellement de gens pour qui c'est insupportable d'entendre une chose pareille qu'on va avoir du mal à écouter la suite, quoi. Voilà, donc peut-être qu'il faut pas prendre toujours tout le monde de front. C'est déjà beaucoup le cas. Donc, après, si vous prenez tout le monde de front sur tous les sujets, ça devient un peu compliqué de discuter. Donc, je mettais un peu ça sous le tapis, alors que Christophe avait fait le choix d'avancer à visage découvert. Et c'est l'intérêt du duo. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la même chose. On n'en est pas au même moment, au même rythme. Et donc c'est très bien. Moi, ça ne m'a jamais posé problème. Mais on faisait ensemble, voilà. Et puis, là, on arrive dans une situation 1 an plus tard qui n'a plus rien à voir. Où tout un pays se demande si la France est une démocratie. Où le monde entier regarde la France et se dit, mais est-ce que c'est une démocratie? Alors, il y en a qui se disent, est-ce que c'est encore une démocratie? Et il y en a pas mal qui vont encore plus loin, qui se disent, est-ce que ça a jamais été une démocratie? Donc, 1 an plus tard, on n'est plus du tout dans la même situation. Et donc, c'est assez formidable pour nous, puisque, du même coup, de manière pas très courageuse, je peux plus facilement dire qu'on n'est peut-être pas en démocratie, quoi, vous voyez, sans prendre autant de risques qu'avant. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que non seulement on est... Alors c'est marrant parce que l'autre jour j'ai envoyé un tweet là-dessus, je me suis reprise moi-même, j'ai relu une interview que j'avais donnée dans l'Humanité, j'avais mis, je sais pas quoi, la Macronie menace notre démocratie. Et je dis, non, je me suis moi-même trompée, elle n'est pas menacée, elle n'est pas. Elle n'est pas du tout en fait. Et pourquoi? Parce que démocratie, c'est démos, kratos, donc c'est un peuple. Alors c'est très dur de comprendre ce que veut dire démos, mais en gros, on va dire que c'est un collectif délibérant, stable. Le démos, c'est le collectif délibérant qui constitue une totalité à l'intérieur de laquelle vous êtes et dont vous ne pouvez pas vous abstraire.
pouvez pas dire oh, ce démos me plaît pas, je m'en vais, je vais en trouver un autre. Vous êtes dans ce démos. Et il vous précède, il vous succède, et vous êtes pris dedans. Et même s'il vous plaît pas, voilà. Et dans le démos, vous pouvez pas dire oh, toi tu fais pas partie du démos, dehors, toi tu restes, je t'accepte, tu es un de mes amis, je te like sur machin, ça marche pas comme ça. On est dans ce démos. Et donc c'est comme l'explique Christophe dans son livre sur Athènes, c'est un concept très difficile, très abstrait et très difficile à comprendre, puisque personne ne voit jamais le démos. Au maximum, vous voyez une assemblée de gens, mais tous les autres ne sont pas là. Donc à partir de quand le collectif délibérant est un représentant du démos? C'est une belle question. Quand l'université est censée être une démocratie, les universités sont des établissements qui sont censés se gouverner de manière démocratique. C'est-à-dire que nous votons, nous délibérons, nous décidons ensemble par la délibération, etc. Tout le monde vote, les étudiants aussi, bien sûr, les personnels administratifs, etc. Est-ce que l'Assemblée générale, où il y a plein de monde, c'est le collectif délibérant qui représente le démos de l'université? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être pas. Vous voyez ? C'est très compliqué de savoir qui est le démos, où est-il. En tout cas, à Athènes, ils ont mis en place une expérience extraordinaire qui a duré quasiment 2 siècles. Ils avaient un lieu qui n'est pas du tout l'agora, contrairement à ce qu'on raconte d'habitude, ce que je croyais, moi. Je croyais, il n'y a encore pas longtemps, je suis quand même professeur de philosophie, j'ai quand même fait des études, je croyais que le lieu de la démocratie, c'était l'agora. C'est absolument faux. L'agora, à Athènes, c'est le lieu où le marché. Il n'y a rien qui concerne la démocratie. Le lieu où les citoyens s'assemblaient pour délibérer et pour décider, c'était la colline de la Pnyx. La colline de la Pnyx, elle est en face de l'acropole, juste en face, on la voit très bien. Elle est sur les hauteurs, c'est une petite colline assez grande où vous pouvez tenir 10 000 personnes. Et donc on avait l'ecclésia, ça a donné église, qui s'assemblait là tous les 10 jours, je ne sais plus très bien tous les détails, je suis loin de maîtriser le dossier parfaitement, mais bon, j'essaye de m'acclimater à ces fonctionnements. Et donc on avait 10 000 citoyens assemblés qui délibéraient avec une suite de discours et qui votaient. Et donc ces citoyens, ils étaient là par rotation, c'est-à-dire qu'ils représentaient les 60 000. Les 60 000, le démos complet, c'était 60 000. Ils ont tenu, et ils ont donc décidé pour eux-mêmes, c'était pas des grands hommes qui décidaient pour eux, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils ont décidé pour eux-mêmes, comme ça, pendant quasiment 2 siècles. C'est incroyable comme expérience. Elle nous est quasiment pas enseignée. Ou quand elle nous est enseignée, c'est pour nous dire qu'en fait, il y a des grands hommes qui ont amené la démocratie, etc., ce qui est complètement faux. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, ce collectif délibérant, la question est de savoir, où est-il ? Qui est-il ? Est-ce que c'est les 500, je ne sais plus combien de députés de l'Assemblée nationale qui peuvent être le collectif délibérant ? Est-ce que c'est tous les gens qui vont se réunir dans le département régulièrement ? Il est où le collectif délibérant ? Est-ce que c'est dans la rue tout un peuple qui fait cette cuisine dont je parlais ce matin, qui fait bouillir sa marmite et qui part dans cette direction-là plutôt que de telle autre ? C'est vraiment pas simple. En tout cas, à Athènes, c'était organisé, c'était tranché. Et c'était stable. Et donc, est-ce que nous fonctionnons comme ça ? Pas du tout. En réalité, j'avais une fausse question quand je vous ai dit l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en réalité, elle pourrait être ce collectif délibérant par rotation, etc. Mais elle est entièrement fondée sur le principe de l'élection. Ce qui n'a rien à voir. Quel est le principe de l'élection ? Vous envoyez à l'Assemblée, donc l'ecclésia, disaient les Grecs sur la Pnyx, vous envoyez non pas un extrait du démos, vous envoyez les meilleurs, ceux que vous estimez être les meilleurs, les plus forts, les plus charismatiques, les plus savants, les plus compétents, les plus engagés, les plus vertueux, les plus ceci, ils tapent pas leurs femmes, ils font rien de mal, ils volent pas dans la caisse, voilà, ils sont quasiment, ce sont des élus, ils sont parfaits, et si c'est raté, eh ben, ça va pas du tout, parce qu'ils sont censés être des élus, ils sont censés être les meilleurs d'entre nous, et comme en ce moment ils sont particulièrement catastrophiques,
C'est insupportable. Donc ça, c'est pas la démocratie. C'est pas le démos qui a le pouvoir, ce n'est pas le peuple qui gouverne, c'est le gouvernement représentatif. C'est une aristocratie ou une prétendue aristocratie auquel le peuple se dessaisit définitivement de son pouvoir et le reprend, par exemple, tous les 5 ans pendant 5 minutes devant l'isoloir et à nouveau dessaisit de ce pouvoir. C'est fondé entièrement sur la délégation. Et vous voyez que la PNIX, les 10 000 qui étaient sur la PNIX et qui représentaient les 60 000 n'étaient pas élus. C'était par rotation. Et les gens qui étaient sur la PNIX, alors certes c'était des hommes, ils votaient aussi leur propre départ à la guerre. Les femmes ne partaient pas à la guerre. On peut le déplorer. Mais bon, c'était comme ça. Et c'est encore comme ça. En Ukraine, les femmes, il y en a quelques-unes, mais en gros, c'est les hommes qui font la guerre. On peut trouver ça scandaleux, hein, mais c'est encore le cas dans notre société contemporaine. Hein. C'est les hommes qui font la guerre et c'est les femmes qui partent en France et ailleurs pour garder les enfants. Est-ce que ça choque les médias? Jamais entendu un mot là-dessus. D'un seul coup, tout le féminisme échevelé de beaucoup de gens, on les entend plus du tout là-dessus. Et ben à Athènes, c'était pareil, hein, c'était les hommes qui faisaient la guerre et les femmes, elles faisaient pas vraiment la guerre. Et donc, elles n'étaient pas en jeu dans ces questions de vote, notamment sur la guerre, qui était vraiment comme ça qu'ils décidaient. Ça n'a jamais été un homme qui décidait de les envoyer à la guerre. Ça n'a jamais été un président de la République ou même un groupe de stratèges. Ils devaient délibérer ensemble de partir à la guerre. Et donc, quand ils votaient, c'est un exemple qu'on prend souvent avec Christophe, eh bien, ce pourquoi ils votaient les engageait eux-mêmes. Ce qui change tout. Ce qui change absolument tout. Vous n'envoyez pas la masse, vous n'envoyez pas le peuple, qui ne serait pas vous, vous n'envoyez pas les autres, vous vous envoyez vous-même. Et pareil sur les impôts, et pareil sur la gestion du blé. Et ceux qui croient que les questions étaient simples, à Athènes, les questions n'étaient pas simples du tout. Il fallait gérer des flux monétaires, des flux de l'exportation, l'économie était déjà mondialisée, en voie de mondialisation. Il fallait gérer le blé, éviter les disettes, les épidémies. Ils avaient des décisions extrêmement techniques à prendre. Mais ils ont pris collectivement tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire que c'était merveilleux, ça ne veut pas dire que tout se passait de manière simple. Évidemment, il y avait plein de problèmes, mais en tout cas, ils ont réussi à faire ça. Et aujourd'hui, c'est intéressant. Moi, je suis allée à la PNIX. Sur la PNIX, il y a quelques années, oui, avec Christophe, on était allé sur la PNIX. Et on a découvert que personne ne va sur la PNIX. Personne ne visite cet endroit. Alors, les gens qui connaissent, il y a une plaque, il y a l'endroit où Périclès et les autres parlaient. C'est quand même incroyable. Et en fait, les Athéniens vont là pour promener leurs chiens. Et les gens, il y a plein d'autres gens dans Athènes qui cherchent l'agora pour essayer de voir le lieu de la démocratie. Et puis, on va sur l'acropole par rapport aux dieux, etc. Mais c'est étonnant quand même. Cette absence totale d'intérêt pour la démocratie. Alors, ça vient pas des gens, mais ça vient d'un système de savoir qui a abandonné cette question de la démocratie ou qui la traite mal et qui confond avec le gouvernement représentatif. Alors, le gouvernement représentatif dans lequel nous sommes, c'est donc des représentants qui nous représentent souvent mal. C'est une prétendue aristocratie et on appelle démocratie en fait l'état de droit, c'est-à-dire le fait que les individus aient des droits. Mais la démocratie, c'est pas un agrégat d'individus qui ont des droits. Le droit d'aller à la piscine, le droit de... Et puis des grands droits comme dire qu'on n'aime pas le président, sans être enfermé, sans être suspendu. Mais c'est pas ça la démocratie, c'est démos, kratos. Vous voyez bien, ça n'a rien à voir. Donc on peut avoir un état de droit où on préserve les libertés individuelles, mais c'est pas une démocratie. Voilà. Donc le problème, c'est que c'est ça qu'on nous raconte. Donc effectivement, on comprend rien. Et à partir de là, sur la question du Covid, par exemple, ça ne choque pas grand monde, c'est le moins qu'on puisse dire, à part les spécialistes de santé publique avec lesquels je travaille, ça ne choque pas grand monde, en règle générale, que les questions de santé soient confiées à des dirigeants et des experts, c'est-à-dire ceux qui sont censés mieux savoir que nous, parce que c'est très compliqué, et donc on délègue sur la santé depuis très longtemps nos affaires à d'autres. Or, en santé publique, ça fait des décennies qu'on a découvert, je pense que c'est vraiment un résultat de ce champ de la santé publique, que plus on fait ça, moins c'est efficace en santé publique. Il vaut beaucoup mieux que les publics s'emparent collectivement des problèmes sanitaires pour les résoudre.
Si on le fait de manière autoritaire, infantilisante, etc., les gens ne comprennent rien en fait à ce qu'on leur demande. Tout est fait par en haut, et à la fin, vous avez des chaînes de commandement où le sens même de ce qui a été imaginé au début n'a plus aucun sens. C'est totalement confus. Et à la fin, vous avez des automates qui appliquent des consignes, ils ne savent même pas pourquoi. Et quand on arrive sur le réel, on fait n'importe quoi. Alors ça fait longtemps qu'on le sait en santé publique. Que une gestion de crise sanitaire ou des problèmes chroniques, etc., plus c'est autoritaire, moins ça marche. Plus c'est démocratique, plus ça marche. Il y a, par exemple, toutes les réflexions sur l'empowerment en santé, dans les communautés de femmes, dans les communautés de pauvres, dans les pays d'Amérique latine, dans les pays aux États-Unis, etc. Ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. Tout ça a été totalement balayé d'un revers de la main au moment du Covid, au point que c'est un homme avec un cabinet de conseil et 2-3 experts désignés arbitrairement qui sont mis à décider des trucs aussi dingues que il faut être pas plus de 6 à table, il faut boire son café debout et pas assis, il faut faire un 3e ou un 20e booster à partir de tel âge, il faut arrêter, enfin des trucs totalement fous qui relèvent de ce que Michel Foucault appelle le grotesque. Et qui, donc le grotesque, parce que c'est un moment où le pouvoir se confond totalement avec le savoir d'une manière complètement aberrante, et où ça devient effectivement presque drôle, sauf que là, ça nous a pas tous fait rire. Et la chose que ça produit, c'est des chaînes de commandement aberrantes, où les gens ne savent même plus pourquoi ils font ce qu'ils font, même les médecins ne comprennent pas ce qu'ils font, ils deviennent des espèces de prestataires d'un pouvoir en roue libre, qui est devenu d'ailleurs ivre de son pouvoir. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce à quoi on assiste aujourd'hui, hein, la forme totalement tératologique, monstrueuse que prend le pouvoir, la Macronie aujourd'hui. C'est quand même 3 ans de Covid. Avant les 3 ans de Covid, 2 ans de répression d'une extrême violence, d'une insurrection. Donc 2 ans de répression d'une insurrection, 3 ans de, je ne sais pas comment appeler ça, mais d'un pouvoir absolument en roue libre, dans une sorte d'hubris de contrôle absolu de toute la société, avec la désignation d'un ennemi de l'intérieur. Donc d'abord le relâché, celui qui sort alors qu'il ne faut pas sortir après telle heure. Ensuite le non-vacciné, ensuite l'anti-vax, après le complotiste, ensuite celui qui est forcément, parce qu'il va voir un ostéopathe, au bord de la dérive sectaire. Je me souviens de Libération qui avait titré un dossier sur la dérive sectaire en santé, et ils avaient mis comme photo l'extracteur de jus. Moi j'étais très gênée parce que j'en ai un. Donc je disais pour rigoler à tous mes étudiants, genre avancés, les doctorants, si vous avez un extracteur de jus au CHU, n'en parlez pas, surtout que ça reste entre nous. Donc une espèce de délire sur ils ont ce peuple qui s'empare du savoir alors qu'il ne peut pas entrer dans le champ du savoir parce qu'il a des biais, il a des biais de confirmation, son cerveau est mal configuré, il y a des gourous qui organisent avec les réseaux sociaux, etc. Bon. Alors oui, il y a plein de charlatans dans le domaine, on le sait, parmi lesquels des labos, hein, et puis des produits prescrits et remboursés par la sécurité sociale, il y en a aussi. Et voilà, donc à partir de là, une espèce de discours complètement délirant s'est développé, et la démocratie en santé n'était même plus une idée. Donc ça a beaucoup traumatisé beaucoup de soignants qui ne pouvaient plus parler. Nous, on recevait des messages pour dire merci, merci. Alors ça reste entre nous, hein, tu comprends que je ne peux pas en parler. Parce que si vous parlez, vous êtes fini, quoi. C'est-à-dire que vous allez devenir l'objet de mépris, de haine, d'attaques permanentes. Certes, la milice ne va pas venir chez vous. Certes, vous n'allez pas forcément perdre votre boulot aussi facilement que ça à l'hôpital public, mais vous allez devenir une espèce de dissident, et un vide incroyable va s'installer autour de vous, et c'est terrifiant, parce que vous ne pouvez plus travailler, parce que vous allez au travail avec une souffrance au travail pas possible. Et donc ça, c'est une forme de terreur qui s'est installée dans notre pays, qui existait sur certains points, déjà dans plein de secteurs, mais qui là s'est généralisé, et qui fait qu'on est dans quelque chose qui ressemble à l'Allemagne de l'Est, parfois.
avec des gens qui vous observent, avec des processus de délation. À l'hôpital, c'est comme ça, dans beaucoup d'endroits. Moi, j'ai des gens qui adoraient l'hôpital, qui partent, s'arrêtent, c'est trop. Parfois, d'ailleurs, des gens qui ont totalement adhéré aux produits Pfizer, Moderna, c'est pas le problème, mais c'est juste, qu'est-ce que c'est que ce rapport au savoir? Qu'est-ce que c'est que ce rapport à la discussion, à la délibération? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu ce premier temps que je voulais vous faire partager, qui est que, non, visiblement, nous ne sommes pas en démocratie, puis l'avons-nous jamais été? Athènes, ça a été une démocratie, dans laquelle il n'y avait pas de femmes, on a parlé, et il n'y avait pas d'esclaves. Il y a les esclaves, les métèques étaient exclus. Donc c'est très désolant, hein. On peut être à juste titre choqué. Voilà. Bon, après, c'est une autre société, ça n'a rien à voir. L'esclavage existait dans toutes ces sociétés antiques. Athènes n'a pas du tout réussi à remettre ça en cause. Elle n'a même pas essayé, d'ailleurs, si j'ai bien suivi les débats. C'était ancré comme ça, mais il faut savoir que ça ne signifie pas du tout qu'il y avait une classe de gens aisés qui faisaient la démocratie, et puis le petit peuple, c'était les esclaves. Ça, c'est complètement faux. Les 60 000 citoyens, c'était majoritairement des gens extrêmement modestes. Et ils faisaient la démocratie, ils faisaient vivre la démocratie alors qu'ils travaillaient. Et les esclaves, certains esclaves étaient très riches. Certes, ils n'étaient pas sur la PNIX, mais ils participaient tout à fait à la vie de la cité, discutaient, etc. Et ils étaient pas du tout forcément pauvres. Donc ça, c'est des représentations qu'on a qui viennent complètement brouiller les cartes. On a donc bien eu un collectif délibérant, certes circonscrit, mais j'attire votre attention sur le fait que dans le démos, il n'y a jamais tout le monde. La limite de l'âge, la limite des gens qui ne sont pas de là. Par exemple, si quelqu'un passe dans le pays juste une semaine, il ne sera pas forcément dans le collectif délibérant. Il sera que de passage. Mais on peut se dire peut-être que s'il reste un an, il peut entrer dans le collectif délibérant, ou pas. Enfin, vous voyez, donc il y a toujours des gens qui ne font pas partie du démos. Tout le monde ne fait pas partie de droit. Il y a donc des exclusions comme ça qu'on peut trouver scandaleuses ou pas, et dont on doit discuter. Donc l'idée que, oui, il y a des gens qui ne font pas partie du démos, donc c'est pas la démocratie, ça ne tient pas en fait. Et je suis frappée aussi du fait, je le dis souvent, qu'il y a une extrême sévérité sur la démocratie athénienne que tout le monde condamne au nom des femmes et des esclaves, alors que les mêmes vont être extrêmement bienveillants sur plein d'aspects de notre histoire où il n'y a quasiment aucune femme dans la salle. Quand on regarde la Révolution française, il y a des espaces très importants de la Révolution, à commencer par le suffrage universel, qui est masculin. Enfin, la question du suffrage, les femmes ne font pas partie de la chose. Les représentants, même chose. J'ai pas beaucoup entendu de gens condamner la Révolution française sur ce... Au contraire, on va dire qu'il y avait Olympe de Gouges. Bon. Donc, c'est vrai pour les marxistes, les socialistes, etc. Et oui, il y a des figures de femmes, enfin quand même, globalement. Voilà. Et alors, dès que c'est Athènes, soudain, ça devient un scandale, et donc la démocratie athénienne a dégagé. Non, je pense qu'il faut la méditer, c'est en tout cas le sens de notre projet. Après, c'est pas un modèle, on va pas faire grand-chose, on va pas chercher où est la PNIX, et on va pas construire une PNIX avec... non, c'est pas le but, mais c'est de dire qu'il y a des potentialités politiques et historiques qu'on n'a pas assez explorées. Dans quoi sommes-nous aujourd'hui? Moi, je vous dis, c'est pas le totalitarisme. Le totalitarisme tel qu'on l'a défini, par exemple, avec des gens comme Hannah Arendt. Là, ça paraît compliqué de parler de totalitarisme. Il y a énormément d'espaces qui échappent au contrôle. On n'est pas dans l'Allemagne nazie, on n'est pas dans l'Italie fasciste, on n'est pas dans le système stalinien. Il y a des espaces qui échappent clairement au contrôle, beaucoup plus clairement que dans un régime totalitaire. Le fascisme, peut-être, en tout cas, il y a des dérives, je ne sais pas comment dire, j'hésite moi-même, fascistoïdes, post-fascistes, fascisantes, voire fascistes, des comportements comme ça qui commencent à se mettre en place dans notre pays. Vous voyez les images qui se mettent en place là sur Twitter, des choses qu'on a vues pendant le Covid, des persécutions d'ennemis de l'intérieur, des systèmes vraiment très organisés de meutes, où on détruit des gens, vraiment, ce dont je parlais tout à l'heure. Ça fait penser au fascisme, mais ça n'est pas non plus l'Italie de Mussolini, c'est encore autre chose. Le nazisme, c'est encore autre chose. Donc c'est très difficile. La dictature, c'est un certain modèle. La tyrannie, c'est un terme qui paraît assez ancien. L'oligarchie, la plutocratie,
En fait, c'est difficile de dire dans quoi on est. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un régime extrêmement et de plus en plus autoritaire. De plus en plus autoritaire. Et moi, je refuse totalement d'appeler ça une démocratie illibérale. Je suis totalement hostile à ce terme. Démocratie illibérale, on voit ça beaucoup, hein, y compris chez les camarades. Je crois que ça ne va pas du tout. On n'est pas dans une démocratie au sens sérieux du mot. C'est pas sérieux de parler de démocratie. Il peut y avoir des espaces démocratiques dans notre pays. Moi, je suis arrivée dans une université qui fonctionnait d'une manière relativement démocratique. Il peut y avoir des espaces, des communes où il y a une vie démocratique, certes, mais nous dire qu'on est dans un pays démocratique où c'est le peuple qui gouverne et prend les décisions, non. Donc, on n'est pas dans une démocratie. Et dire démocratie illibérale, c'est pour nous vendre le modèle de la démocratie libérale. Or, la démocratie libérale, c'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est l'idée que la démocratie, ce serait que les droits individuels. C'est ce que nous ont vendu les théoriciens du gouvernement représentatif dont je parlais tout à l'heure. Qui sont en fait, je ne l'ai pas expliqué, des théoriciens qui ont, en fait, après la révolution, dans le cadre de la révolution américaine et française, ont essayé d'éviter le risque démocratique. L'idée, c'était comment donner une place au peuple et comment faire qu'elle soit la plus petite possible. Eh bien, il ira au suffrage, ou une partie d'entre lui, avec le censitaire, ira au suffrage pour choisir les meilleurs. Ceux qui ne sont pas du peuple et qui sont compétents. Donc, voilà, la démocratie libérale, c'est pas la démocratie, et c'est certes libéral, mais c'est pas démocratique. Donc, on n'a pas de mots pour désigner ce qui nous arrive, et c'est normal, parce qu'on est en train aussi de basculer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave, qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, j'ai jamais vu mon pays comme ça. Ouais, c'est ce que j'appelle effectivement la Macronie, que je mets avec un M majuscule, comme de la démocratie en pandémie, où j'avais mis un P majuscule, c'est comme un continent. Et dans la Macronie, évidemment, Macron est un personnage important, mais à la limite, même s'il n'est plus là, même si on le tue, même s'il disparaît, il va vivre ailleurs, il sera remplacé par un autre. Bernard Cazeneuve, par exemple, ou Édouard Philippe, mais c'est toujours la Macronie. Et la Macronie, c'est plein de gens, dont nous, quand on applique, croyant bien faire, les délires de ce pouvoir-là, qui est quand même assez nouveau, même si c'est le vieux libéralisme, le vieux nouveau libéralisme autoritaire, il y a quand même des nouveaux aspects qui apparaissent de plus en plus effarants, et c'est dur de nommer, en fait, ce qui nous arrive. Mais il faut essayer de le faire. Je pense que c'est pas une raison pour rester comme ça, pétrifié, et ne pas oser dire les choses. Donc moi, je commence à tenter, depuis quelques jours, à oser parler de fascisme, à oser de dire c'est déjà l'extrême droite qui gouverne dans notre pays. On l'a dit ce matin. Si on a un ministre de l'Intérieur qui est d'extrême droite, et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Darmanin est d'extrême droite, alors le gouvernement est d'extrême droite. Voilà. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Et ça fait longtemps qu'il est d'extrême droite. Et ça fait longtemps qu'il y a des comportements fascistes au sommet de la Macronie. Ça commence avec l'affaire Benalla. Ça commence avec l'affaire Benalla, donc tout de suite, on est là-dedans. Et ensuite, ça ne va pas cesser et ça va être de plus en plus spectaculaire. Donc au début, il y a quelques personnes qui vont le voir, les sénateurs vont être très inquiets. Vous vous souvenez des sénateurs qui avaient été très actifs à l'époque, ils avaient très peur. Bon, et puis ensuite, il va y avoir les gens qui soutenaient les gilets jaunes, etc. Puis ça s'étend. Et aujourd'hui, le monde entier et une bonne partie du peuple de ce pays regarde cette Macronie effarée en disant mais de quoi la Macronie est-elle le nom? Donc on peut remonter à 2017, on peut remonter même à 2015, la loi travail. Macron gouvernait déjà la France avec François Hollande. Il avait une influence fondamentale. Il est monté en puissance assez vite. À l'époque des lois travail, El Khomri était complètement là, au cœur de la machine. Il ne gagnait pas tous les arbitrages, mais presque. Et donc, en fait, il est là depuis bien plus longtemps que ce qu'on dit. Et puis, on peut remonter à 2007, l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Hein. Pour moi, je considère que la série Sarkozy, la Hollandie, la Macronie, c'est la même série, en toujours plus grave, on va toujours plus loin.
même si il peut y avoir un débat sur le rapport entre la Sarkozy et la Hollandie, mais enfin, globalement, on va toujours dans la même direction et on s'enfonce vers la nuit. La Hollandie, la Sarkozy, la Hollandie, et on peut même remonter, à mon avis, il faut remonter à 2005, qui est le grand moment. 2005, c'est le non au traité constitutionnel européen, qui va faire exploser toutes les familles politiques, qui va disqualifier l'idée démocratique. Finalement, le peuple ne comprend rien et ils sont dangereux. Le populisme, tout ça, enfin là, ça va être l'assomption des discours sur le populisme. Donc on a ça, et on a les émeutes, en 2005 aussi. Un moment qu'on n'arrête pas de ressaisir aujourd'hui. 2005, c'est très très important, et c'est vraiment un basculement. Voilà, donc, pour périodiser un peu les choses. Mais dans quoi on a basculé à partir de 2005, 2007 et 2017, etc. Eh ben, il faut essayer de dire le nom de tout ça, et puis être peut-être un peu moins timoré. Voilà. Essayer de qualifier ce qui se passe. Enfin, je vais conclure. Je crois que j'ai déjà parlé trop longtemps. Oui, il faut que j'arrive au bout. La question que faire, on est arrivé à la conclusion tout à l'heure que pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, le moment de tout à l'heure était extrêmement riche, extrêmement intéressant, mais il y a eu un désaccord très, très spectaculaire entre un député, Jérôme Guedj, et puis les autres et moi-même et la salle, en gros, sur la question de condamner les violences, qui est une question particulièrement difficile. Donc, face à des phénomènes d'émeutes, de destruction, des feux, voilà, une forme de désordre, l'impression qu'on serait peut-être dans une insurrection, dans une émeute, dans une révolte populaire, dans quelque chose qui prend feu. C'est pas simple. Les sentiments que ça suscite en nous ne sont pas simples. Ça peut susciter un mélange de jubilation et d'angoisse. Ça peut susciter une aversion. Ça peut susciter un déni, une dissociation. Enfin, vraiment, c'est pas simple du tout. Et quand on dit tout cramer, la question est de savoir cramer quoi? Parce qu'en réalité, tout cramer, c'est faux. Personne n'a envie de tout cramer vraiment. Parce que tout cramer, moi j'ai pas... tout, ça veut dire vraiment tout. C'est-à-dire toute la planète, tous les gens qui sont autour de vous, tous les objets, non. Donc, tout cramer, ça veut pas dire grand-chose. Cramer des choses, oui, ça peut être intéressant. Quoi? Une poubelle? Quelle poubelle? Est-ce que c'est bien de faire des feux? Jusqu'à quel point? Ce sont des vraies questions de pratiques politiques vraiment fines et qu'il faut arriver à affronter ensemble. Et là, tout à l'heure, ce qui s'est produit, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que Jérôme Guedj a expliqué qu'on était dans un moment où il fallait faire très attention, pas se précipiter, sous-entendu pas trop parler trop vite, pas trop tweeter trop vite, pas trop soutenir trop vite, et se hâter quand même de condamner les gens qui se livraient à des destructions. Et par exemple, ceux qui s'en prenaient à une médiathèque étaient des crétins décérébrés qu'il fallait condamner. Et cette formule, nous collectivement, je crois que c'était un mouvement assez général, ne nous a pas plu, parce qu'en fait, cette condamnation, a priori, de toute forme de dégradation de lieux publics, etc., même des lieux publics, en fait, elle n'est pas si simple. Cette idée que ce seraient des crétins et que de toute façon il n'y a rien à en tirer, et donc comme l'a dit très justement Antoine Léaumont, dans ce cas-là ça voudrait dire que la seule chose qu'on puisse faire avec eux c'est les réprimer. Eh bien c'est pas si simple, parce que quand on reprend l'histoire révolutionnaire, évidemment que quand il y a des poussées révolutionnaires et quand il y a un véritable changement qui va très vite, évidemment qu'il y a de la casse. La question ensuite de la violence physique et du sang versé est encore une autre question. Il y a des gens qui considèrent que qui dit révolution dit il faut des morts, il faut des sacrifiés, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Il y a des gens qui théorisent ça. Il y en a d'autres qui disent non, il va y avoir nécessairement de la dégradation, on va s'en prendre à des biens, mais on ne peut pas pouvoir s'en prendre à des personnes. Donc tout ça est compliqué, réellement compliqué. Et il est aberrant depuis sa chaise, depuis son salon, derrière son micro ou derrière son compte Twitter, de dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Parce qu'en fait,
C'est quand on est pris dans le mouvement qu'on comprend qu'on va faire ça et on n'aurait jamais fait ça. Voilà. Comme tous les gens qui se sont mis à manifester alors que jamais de leur vie se seraient imaginés manifester. Ce qui peut être pour vous évident, mais pour beaucoup de gens, c'est dingue en fait, de se retrouver dans une manifestation en criant Macron démission. Il y a des gens pour qui c'est incroyable de faire ça. Et donc, c'est en faisant les choses qu'on découvre ce qu'on veut faire. Et quand on le fait comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans le mouvement, et que parfois ça nous plaît plus, on arrête, ou au contraire on continue, mais en fait on décide collectivement. Et alors même qu'on n'a pas forcément fait une ecclésia sur la PNIX avec une prise de parole et des votes, etc. Mais il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc on est pris dans un processus collectif auquel personne ne maîtrise et dont personne ne connaît la fin. Or ça, pour les gens de ma catégorie, c'est insupportable. Pour beaucoup d'entre eux, ils veulent connaître la fin de cette histoire, sinon ils n'y vont pas. Ils se disent, ça va déboucher sur quoi cette histoire ? Et alors, du coup, je trouve ça étonnant parce que quand il s'agit du processus créatif, de la peinture, du théâtre, de n'importe quoi, ils sont d'accord sur le fait que la recherche, on ne sait pas où ça va, c'est génial. Mais quand c'est de la politique, non, il faut qu'on ait le débouché. Il faut qu'on ait le programme, il faut savoir où on va. Mais en faisant ça, on ne fait rien. En fait. Donc, moi, pour ma part, je me dis, c'est que je ne peux pas savoir ce qu'il faut faire. Cette histoire de saboter des pipelines, allumer des poubelles ou pas, enfin j'en sais rien, c'est très compliqué en fait. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne le saurai que si j'y vais. Donc ça veut dire qu'il faut être sur les lieux. Et vous m'accorderez que si j'habite par exemple, ce qui n'était pas du tout mon cas, en plein cœur de Paris, je sais pas, dans le 11e, comme beaucoup de gens de mon métier. Vous savez, ils habitent beaucoup, tout ça, Richard Lenoir, Robert Kampf, tout ça, voilà, il y a tout plein d'universitaires qui habitent là. Si vous habitez là et que vous n'avez pas de voiture, donc vous n'avez pas de gilet jaune déjà, parce que pour avoir un gilet jaune, il faut avoir une voiture. Qu'est-ce que vous voulez être avec les gilets jaunes ? C'est pas possible en fait, au début. Donc, vous pensez que les gilets jaunes, c'est d'autres gens, quoi, enfin ça peut pas être vous. De la même manière, si vous vivez à la campagne, ce qui était mon cas, et qu'il y a Nuit debout qui a lieu place de la République. Comment voulez-vous que moi je sois dans Nuit debout ? Moi j'étais dans le Lot, dans mon endroit totalement rural, et j'étais pas à Nuit debout. Donc j'avais des avis assez très très limités sur Nuit debout, parce que j'y étais pas. Je me suis contentée de lire des articles et de regarder nos émissions sur Mediapart. C'est difficile du coup de penser quelque chose comme ça de très loin. Alors, les gilets jaunes, par contre, j'ai vu une partie, puisque j'étais à la campagne et j'ai participé. Et donc, ceci pour dire que la seule solution pour savoir que faire, c'est de s'assembler quelque part avec là où c'est possible. Mais pas une fois. C'est pas, je prends le train, je vais place de la République, j'écoute 4 discours, j'en fais un, je rentre chez moi, j'ai compris. Non, ça suppose soit dans le temps. Non, voilà. Or, parfois, on se sent loin des lieux où ça se passe. Et là, on a quelque chose qui est extraordinaire, qui est la distance. Alors, on va lire un journal, on va lire un livre, ça sera à distance, ce sera une forme de rapport à la chose à distance. Mais ça va être parfois très compliqué parce qu'on est entièrement passif. Quand on lit le journal, quand on lit un livre, si on n'en écrit pas et qu'on ne peut pas envoyer des courriers qui seraient publiés dans le journal, on est juste un réceptacle. C'est quand même énervant. Et il y a un truc génial qui s'appelle les réseaux sociaux, où on peut être affecté par ce que nous racontent les gens et les images que l'on, et on peut nous-mêmes agir, répondre. C'est interactif en fait. Donc ça, c'est un outil absolument extraordinaire que moi je pense qu'il ne faut pas du tout mépriser. Il faut se rappeler que les Gilets jaunes se sont constitués sur Facebook quand même. Hein. Ça aurait été très compliqué de faire les Gilets jaunes sans Facebook. Donc on dit beaucoup de mal des GAFA, moi la première, mais en même temps c'est pas si simple. Idem sur le rôle de Twitter qui est aujourd'hui très important, et toutes sortes d'autres outils qui sont des outils évidemment extrêmement dangereux, extrêmement, qui ont des effets absolument catastrophiques par ailleurs. Hein, mais ça, pour moi, ça ressemble à l'alcool. C'est quelque chose qui peut être très bon, dont personnellement je ne souhaiterais pas me passer, mais qui peut être absolument catastrophique. Voilà. Mon père, Bernard Stiegler, comparait ces questions-là au pharmacone de Platon. Hein,
il était philosophe de la technique, il travaillait sur les objets techniques, et une philosophie de la technique, et il parlait du pharmacone, c'est-à-dire, il reprenait cette notion à Platon, à propos de l'écriture, qui disait que l'écriture, comme tout moyen technique, est un pharmacone, c'est-à-dire un remède et aussi un poison. Comme d'ailleurs un vaccin peut l'être, comme un médicament en général. Dans les pharmacies, tout ce qui est vendu dans les pharmacies, ça peut vous faire du bien comme ça peut vous tuer. Tout est dans la question de l'ajustement, de la dose, etc. C'est pour ça que le discours sur les vaccins, pro-vax, anti-vax, c'est aberrant. C'est aberrant. Les vaccins ne sont ni bons par essence, ni sataniques par essence. Vous voyez, c'est pas l'incarnation du bien ou l'incarnation du mal. Ce sont des pharmacas. Donc, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien pour cette personne, c'est bien pour telle autre. Enfin, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut avoir. C'est une approche comme ça qu'il faut avoir. Pas. Et donc, ça demande évidemment toute une clinique, toute une épidémiologie, et puis surtout un rapport éclairé au savoir et un rapport délibératif et collectif au savoir. Évidemment, Macron a installé, enfin la Macronie a installé une espèce de délire pour distinguer les vrais citoyens des non-citoyens, ceux qui étaient déchus de leur nationalité, qui n'avaient pas, s'étaient pas agenouillés devant le produit messianique et qui n'avaient pas pris l'extrême onction de Pfizer, Moderna, enfin un rapport totalement obscurantiste. Non, je ne pense pas exagérer. C'est-à-dire, nous allons vous sauver de cette catastrophe grâce à cette injection. Nous allons tous sortir de cette épidémie, nous irons tous vers la lumière et tous ceux qui feront cette injection, qui prendront ce risque, sauveront les autres. Un discours totalement religieux et non rationnel. Voilà, donc cette folie manichéenne autour du vaccin ou autour des réseaux sociaux, c'est pareil. Considérer que le numérique va nous sauver, les big data vont être la lumière de l'avenir, l'intelligence artificielle, les algorithmes vont nous faire aller vers la lumière, c'est aussi délirant que de considérer que c'est Satan, qu'il faut tous les suspendre, tous les fermer, parce que si jamais on touche ça, on va tous mourir. Ça va pas. Enfin, il faut avoir un rapport un peu calme, tout en étant inquiet, mais je veux dire, à ces choses, et surtout y réfléchir. Donc moi, pendant très longtemps, je n'allais pas sur les réseaux sociaux. Et j'avais même dit, je n'irai jamais sur les réseaux sociaux. Pas parce que je trouvais que c'était mal en soi, et parce que je pensais ne pas être capable. Je pensais pas avoir un système nerveux qui pourrait tenir. J'avais déjà beaucoup de choses à faire et c'était trop. Et puis j'ai été obligée parce que les médias ont commencé à me censurer. Et au bout d'un moment, censurer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, des choses vraiment insupportables. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je m'arme. Je peux pas rester comme ça, à subir tout ça parce que je suis considérée comme une dissidente ou je ne sais quoi, c'est absurde. Donc j'ai décidé, il y a 1 an, d'ouvrir un compte Twitter. Parce que ça veut dire, je peux pas être sur les lieux toujours où ça se passe, mais on peut se relier les uns aux autres et constituer un espace commun, public, parce que Twitter est un espace public. Et donc j'ai fait ça, et comme ça me faisait très peur d'utiliser cette chose, j'ai demandé à des gens de m'aider et d'administrer mon compte sans que j'y touche moi, en faisant vraiment très peu confiance. Et puis finalement, le 16 mars, j'ai décidé de prendre la main. Et je me suis mise à beaucoup tweeter, à découvrir Twitter, l'outil. Donc vous voyez, ça fait 3 mois, donc j'y ai passé des heures et des heures, parce que c'était hyper intéressant en fait. J'ai repéré les comptes qui étaient intéressants, j'ai appris énormément de choses. J'aurais jamais pu mener mon engagement dans cette bataille des retraites et de la démocratie aussi bien que si j'avais pas eu Twitter. Honnêtement, vraiment. J'ai beaucoup appris. J'ai rencontré plein de gens que j'avais jamais... Donc par exemple, j'ai rencontré Antoine Léaumont sur Twitter. Je lui avais jamais parlé, je l'ai rencontré pour la première fois vraiment aujourd'hui. Mais il ne me connaissait pas. Donc, en fait, on peut constituer au bout d'un moment des choses et puis on peut commencer à parler. Alors, c'est très difficile, parce que c'est très difficile, l'espace public, la parole publique, se faire entendre. C'est affreusement difficile et il y a plein de choses qui font qu'on peut se sentir non écouté. Mais ça, c'est important. Le problème de ça, c'est de croire, parce que, bon, évidemment, vous connaissez le système de la récompense. On connaît tous, hein, la gratification est tellement rapide, c'est comme avec le sucre, que vous faites un truc, et puis très vite, il y a des petits cœurs, puis encore plein de petits cœurs, puis de plus en plus de petits cœurs, puis plus vous le faites, plus il y a de petits cœurs. Donc, évidemment,
Vous voyez, les petits cœurs, j'appelle ça les petits cœurs, c'est les likes. J'appelle ça les petits cœurs, parce que je trouve ça tellement ridicule. Enfin, donc, je pense qu'à un moment, il faut remettre ça avec un peu d'humour, quoi. Donc, je dis souvent, j'ai eu 100 000 petits cœurs, je suis très fière de moi, etc. Comme un gosse, en fait. Hein. On est là, on est content, on a fait un petit coup, là, on est content. Et donc, c'est tellement agréable qu'on y retourne. C'est bon, comme du chocolat pour certaines personnes, ou un bon gin tonic bien frais. Puis on est en forme, ça donne de la force. Et c'est super. Et le problème, c'est que si on fait vraiment ça, on voit plus personne. C'est-à-dire que moi, je connais des militants, ils passent leur vie derrière ce truc, ils sont crevés à la fin et ils vont pas aller, oh là là, s'assembler avec les autres. Si vous n'avez pas des lieux où vous assemblez régulièrement, au bout d'un moment, les gens sur Twitter, ils sont aussi énervants que dans la voiture. Ils ont l'air aussi idiots que celui, vous voyez, dans les embouteillages où tout le monde a l'air bête. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà d'avoir envie d'insulter quelqu'un au volant, puis en fait vous découvrez que c'est quelqu'un de sympa que vous connaissiez. Ah pardon. Excuse-moi. La voiture, c'est un air complètement idiot. Ça arrive, vous vous dites c'est quoi ça? C'est ami-ennemi. Et ça fait ça. Si c'est pas complété par d'autres pratiques sociales. C'est un réseau social, ok, mais il y a d'autres réseaux sociaux que cela. Et donc, le fait de s'assembler dans des assemblées de différentes échelles, de manière régulière et permanente, pas au sens d'une permanence métaphysique, mais vraiment des habitudes enracinées où on s'assemble de manière récurrente, c'est extrêmement important. Et en particulier quand cette assemblée, c'est pas une assemblée où on s'est choisi. Alors là, on s'est choisi. Même s'il y a plein de gens qui peuvent nous énerver dans la salle, j'imagine que vous avez vos affaires, vos histoires, vos désaccords. Moi, je connais pas grand monde ici, mais et je vais repartir et on se reverra pas avant un certain temps, etc. Donc, c'est intéressant, mais c'est insatisfaisant. Parce que un lieu où on est obligé de s'assembler alors qu'on n'a pas choisi les autres, c'est très important. Alors vous allez me dire, mais ça n'existe pas. Ah si, il y a l'école, où les gens sont assemblés dans une classe et ils doivent se supporter pendant 1 an. Il y a le lieu de travail, il y a les lieux de sociabilité obligés, etc. Ces lieux-là peuvent être repensés comme ça, comme des lieux où c'est ça qui se joue, c'est la capacité à s'assembler avec des gens qu'on n'a pas choisis et dont on doit supporter la coprésence, enfin le fait qu'ils soient là avec nous et qu'ils doivent eux aussi peser sur la décision. Il y a eu énormément de réflexions en pédagogie sur la classe comme lieu de la démocratie. Tout ça a été complètement balayé par notre vision aujourd'hui de l'éducation, mais jusque dans nos milieux de gauche, où l'éducation, c'est l'accès d'un individu à un stock de savoir. Il n'y a pratiquement plus de réflexion sur le collectif délibérant que pourrait être la classe. Et c'est comme ça que quand ils nous ont parlé des cours sur Zoom, il n'y avait plus personne. Moi, j'ai pas entendu grand monde dans mon milieu de prof pour dire « Vous rigolez, je ne vais pas faire un cours sur Zoom ». Un cours sur Zoom, ça n'existe pas. Puisque c'est un individu qui est connecté à un produit que fournit un prestataire. C'est pas une classe, c'est pas un cours, ça fait pas école, ça fait pas université. Donc le fait de ne pas s'intéresser à cette question des lieux, à cette question de s'assembler, à cette question d'être un collectif délibérant, et malheureusement c'est beaucoup le cas, y compris dans nos milieux, ça nous conduit à la fin à une forme d'impossibilité d'initier la démocratie. Donc je pense que cette idée-là de tenir les lieux, les casserolades, on les a tenues un certain temps, elles peuvent continuer à revenir, la rue, les rendez-vous réguliers. J'ai entendu beaucoup de critiques que je partage sur les 14 rendez-vous de l'intersyndical qui nous auraient conduit à la catastrophe. Mais est-ce si clair? Le fait que 14 fois, c'est bien ça, 14 fois, tous ces gens se soient retrouvés dans la rue et aient fait la démonstration à tout le pays qu'il y avait tout le démos qui était là. Toute la France était là. Il y avait même les gens d'extrême droite. Tout le monde était là. Est-ce que c'était pas important? Est-ce que c'était rien? Est-ce que c'était nul? Je crois pas. Je crois que c'était très important, en fait. Et dire que c'est Laurent Berger... Alors Laurent Berger, moi, personnellement, je le supporte pas. Mais je dois vivre avec lui. C'était une figure importante du syndicat, donc je suis pas en train d'essayer de justifier
Laurent Berger, qui a en plus défendu la retraite à points. Donc je suis vraiment en désaccord total. Mais nous dire que c'est à cause de Laurent Berger qu'on a raté le mouvement, je pense que c'est... J'y crois pas. Je pense que ce syndicalisme extrêmement problématique de la cogestion, qui refuse toute forme de conflictualité, etc., qui est un syndicalisme qui nous a menés dans le mur, bien sûr, sur plein de choses. Là, il a été rattrapé par un moment historique où il était obligé de critiquer Macron, obligé de refuser, obligé de dire non, etc. Les modalités d'action, c'était pas l'appel à la grève générale, mais il faut aussi se dire que peut-être que la grève générale, c'était pas possible, en fait. Et que c'était pas nécessairement de la faute de Laurent Berger. J'ai du mal à croire tout ça. Je pense que c'est plus compliqué et que c'est trop simple de dire voilà, il fallait pas faire ça, parce qu'en fait, je pense, c'est ce que j'ai dit ce matin, que la démocratie qui peut venir, qu'on peut faire venir, et que j'ai vu, moi, pendant ces mois-là, ça veut pas du tout dire que les gens, tout s'est bien passé, etc. C'est pas irénique, hein. Il y a des conflits, il y a énormément de tensions, mais je crois que ça ressemble énormément à quelque chose comme la cuisine, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'opérations différentes à faire, énormément d'ingrédients différents, qu'il y a plein de gens qui ont leur rôle à jouer dans leur manière de faire. On peut participer à ce mouvement en ayant 90 ans et en sortant sa petite casserole au balcon. On peut participer à ce mouvement en faisant d'énormes barricades et en mettant le feu à des poubelles. On peut participer à ce mouvement en, pour la première fois de sa vie, aller sur Twitter, etc., ou en faisant quelque chose au travail. En fait, il y a plein de modalités. Et très souvent, il y a une forme de manichéisme. C'est ça qu'il faut faire, ceux qui font pas ça sont des traîtres, la ligne c'est celle-là, voilà, parce qu'on a une espèce de volonté de contrôle, de connaître la suite, d'avoir vraiment une sorte de vision un peu militarisée, hein, avec le capitaine, le chef qui vous dit exactement ce que vous devez faire, etc., qui est peut-être pas la meilleure des métaphores pour penser l'action politique. Or, nous, les militants, moi je suis pas vraiment militante, hein, je crois que vous l'avez compris, je viens pas de cette culture. Les néo-militants comme moi, ben, on a souvent que la métaphore militaire sous la main, quoi, hein, que j'utilise, hein, qui est intéressante. La stratégie, le champ de bataille, mais tout ce qui est création, imagination, le travail de l'imaginaire, la création, la créativité, l'assemblée, la fête, la convivialité, je veux dire, la communauté, la circulation affective. Tout ça, ça doit être absolument au cœur de ces expériences. Et ça nous transforme complètement. Alors c'est pour ça qu'on s'achemine avec mon comparse du duo démocratique, là, vers le théâtre. On est en train de fabriquer une pièce de théâtre qui est un projet théâtral avec des rencontres avant, après, etc. Donc, en France et à l'étranger, qui vont justement se confronter à cette question de aller dans les quartiers pour apporter la bonne parole, pour venir édifier les gens dans les banlieues, etc., pour leur amener la culture. Mais pour nous, c'est hors de question de faire ça. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce qu'il faut faire j'en sais rien, en fait. Donc moi, pour la première fois depuis... je crois que pour la première fois de ma vie, lundi, je vais en Belgique rencontrer des jeunes des quartiers. Je n'en ai jamais rencontré, en fait, sauf quand j'étais au lycée il y a très longtemps. Et on doit faire un projet d'écriture sur la démocratie. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'en sais rien. Et j'ai même un peu le trac, parce que c'est un public, j'ai pas du tout l'habitude. Et ces jeunes-là, on leur donne rendez-vous fin août, dans notre spectacle, et ils vont jouer avec nous dans le spectacle en Belgique. Et ces jeunes, ils ont peut-être été dans les émeutes qui ont eu lieu à Lille, ou les révoltes, je ne sais pas comment les appeler, ces derniers jours. Donc, voilà. Peut-être qu'il faut quand même arrêter de croire que on sait déjà. Moi, je vous dis des choses que je crois avoir compris, mais vraiment, ça reste pas grand-chose. Et je pense que c'est le mieux, parce que, bon, c'est maintenant qu'il est temps que j'arrête de parler. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on reparte de là en se disant tous, Antoine Léaumont l'a dit ce matin, ça, je n'y avais jamais pensé. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je repars des endroits, il l'a dit exactement textuellement, ça m'a fait très plaisir, parce qu'on n'avait jamais discuté ensemble, j'étais complètement d'accord. Lui, il avait l'air de dire ce qu'il aime le plus, c'est être modifié. Alors si on arrive pour évangéliser les masses et divulguer la bonne parole à des réceptacles pour leur apporter la lumière, je crois qu'on est très mal parti pour la démocratie. Moi, je vous dis ce que j'ai compris de la démocratie comme hypothèse, comme laboratoire.
Maintenant, discutons, voilà, voilà, c'était ça mes 3 moments. Sommes-nous en démocratie? Dans quoi sommes-nous? Les lieux. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Moi, c'est une question historique. Je voudrais savoir pourquoi ça n'a duré que 2 siècles à Athènes. D'autres questions? Non, mais c'est pas grave. Ouais, on va pas les inventer, hein, si les hommes lèvent pas la main. Hein. J'ai suivi les travaux d'Étienne Chouard et je voudrais savoir si j'ai suivi un peu les travaux d'Étienne Chouard et je voudrais savoir en quoi vous vous distinguez de lui ou si vous êtes dans la même optique. Autre question? Je pense qu'on va vous laisser répondre à ces 2 questions-là et puis peut-être... Alors, vous allez être très déçus. Pour ce qui est... Je vous remercie beaucoup de ces 2 questions qui me paraissent vraiment très importantes. Je ne dis pas ça par politesse, je pense vraiment. Pour ce qui est de la première question, je suis incapable de vous répondre parce que je connais déjà mal l'Athènes classique du 5e siècle. Enfin, je commence à travailler dessus. Je suis en train de me rendre compte qu'en tant que philosophe, j'avais quand même beaucoup de préjugés, de choses fausses qui m'avaient été enseignées par ma propre discipline, qui en gros est une discipline plutôt hostile à la démocratie. Hein, quand on voit Platon, ce qu'il pense de la démocratie, quand même, ça commence mal, hein, c'est-à-dire il oppose la doxa, l'opinion, à l'aletheia, la vérité, qui serait saisie par ceux qui justement délibèrent pas ensemble sur les choses, parce que précisément ils pensent que la démocratie c'est vraiment pas possible, quoi. Ça va pas du tout. Donc, j'allais dire Macron. Platon. Je suis très fatiguée. Platon, qui est génial, hein, je trouve que c'est un philosophe absolument génial. Je suis d'accord avec Nietzsche sur le fait que c'est un des plus grands artistes de la philosophie. Enfin, je suis incapable d'apprécier son grec, parce que je suis nulle en grec, mais on voit que c'est un écrivain absolument extraordinaire et sa pensée est extrêmement puissante, mais de fait, il est tout à fait antidémocrate. Comme Nietzsche d'ailleurs, qui est totalement antidémocrate jusqu'au bout des ongles, et il n'y a pas beaucoup de démocrates en philosophie. Donc moi je suis arrivée vers cette question de la démocratie très mal équipée, et moi-même assez peu démocrate en fait, plutôt avec une vision assez autoritaire, que c'est ceux qui savent, qui doivent gouverner, et en gros la masse est complètement inepte, c'est le règne de l'opinion, avec des médias qui nous manipulent, et il vaut mieux donner le pouvoir à des gens qui savent et qui sont éclairés. Donc j'étais quand même plutôt comme ça au départ. Hein. Alors je découvre l'Athènes démocratique du fait de ma politisation récente sur la démocratie, cette espèce d'éruption de la question de la démocratie. En fait, je vous ai dit c'était les Gilets jaunes, mais c'était plutôt quand je suis arrivée à l'université en 2009 et que j'ai découvert que c'était une cité, l'université, qui devait se gouverner elle-même. J'ai trouvé ça génial. De fait, ça a complètement raté, et j'ai trouvé que c'était génial. Cette idée qu'on allait être un collectif qui se gouvernait nous-mêmes et qu'on ne serait pas gouverné par Sarkozy. Bon, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, puisque Sarkozy a pris le pouvoir sur l'université pour la détruire, et les autres ont continué, avec pas mal de succès. Et donc, je suis arrivée vers la question de Athènes démocratique, c'était déjà pas simple, et je ne maîtrise pas du tout. Et du même coup, celle du le 4e siècle, je maîtrise encore moins. La période d'Aristote et tout ça. Et comment ensuite ça s'arrête, je suis incapable de vous le dire. Vraiment par ignorance. Mais on se souvient. Pour ce qui est de Étienne Chouard, pareil, je vais être très décevant parce qu'en fait, j'ai toujours pas, je ne sais plus où est la personne qui m'a posé la question. J'ai toujours pas regardé ça sérieusement, en fait. Je pourrais peut-être vous parler du référendum d'initiative citoyenne. Je ne sais pas quoi en penser, en fait, à vrai dire. Je suis assez démunie face à ça. Je pense que c'est très important, c'est très intéressant, la question référendaire. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, tout n'est pas une question, parce que qui rédige la question? Est-ce que c'est oui, non? Comment? Est-ce que c'est 50%? Tout ça. Enfin, c'est vraiment un océan de questions. On pourrait y entrer par le RIC et les Gilets jaunes. C'était leur
c'était leur hypothèse et c'était extrêmement intéressant, mais j'ai pas pu aller si loin que ça, j'ai pas réussi à aller dans les assemblées des assemblées, par exemple. Voilà, c'était pas si simple, en fait, hein, d'être dans le mouvement. Et puis, on pourrait y rentrer par la Suisse, à cette question du référendum, la votation en Suisse. Enfin, il y a plein de possibilités, finalement, de rentrer à cette question et que je maîtrise pas. Mais vous avez raison sur le fait que c'est très important. C'est exactement par là qu'il Bien sûr. commence. Bien sûr. Et en disant qu'on est destitué en fait de notre pouvoir par le vote, par le fait de donner ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Et dans l'agora de Gilets jaunes, c'était justement de montrer dans les assemblées des associations, Ouais. de montrer que, en fait, même si on n'y connaît rien, on est tout à fait capable de participer au débat et d'avancer sur des questions que l'on ne connaît pas, parce qu'on va travailler et on va travailler ensemble. Exactement. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui se dégage des Gilets jaunes très vite. Et c'est pour ça que moi, ça m'a saisi ce mouvement. Et que quand on appelait ça un mouvement anti-taxe, je trouvais ça profondément injuste. Alors bien sûr que parmi les Gilets jaunes, il y avait au départ des gens anti-taxes, des gens contre l'État, il y avait toutes sortes de gens, il y avait plein de gens, quoi, en fait. Mais c'est pas ça qui finalement s'est imposé assez vite. Il y a quelque chose de politique très fort qui s'impose, qui est nous sommes le peuple. Qui est le peuple? Qu'est-ce que c'est que le peuple? Et le peuple, il doit décider. Et Emmanuel Macron n'est pas notre souverain. Il n'est pas le roi qu'il voudrait être. En fait, c'est ça qui a fait vraiment irruption. Et moi, de ma vie de citoyenne, je ne l'avais jamais vu. La question de la démocratie, elle a surgi comme ça, pour moi, quasiment le 17 novembre 2018, quoi, presque. Et ça, c'est des moments historiques qui vous saisissent. C'est pour ça que je me suis mise à ensuite essayer d'entrer dans la question de la Révolution française, que je ne connaissais pas si bien. On parlait de 14 juillet d'Éric Vuillard tout à l'heure. Voilà, c'est des éléments, en fait. Si vous voulez, je me mets à travailler sur la Révolution française, pas parce que c'était dans mon programme de recherche. Athènes, pas parce que c'était dans un programme de recherche au CNRS, je ne sais pas. Parce que c'est la politisation du fait du mouvement social qui me saisit. Et je pense que c'est comme ça qu'on est transformé, en fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, au-delà de la Grèce antique, est-ce qu'on peut citer des exemples de sociétés démocratiques sur un plan un peu exemplaire? Ou est-ce que finalement la démocratie c'est une pure utopie? Pardon? S'il y en a d'autres. Oui, il y en a. Il y en a. Ah, pardon. Oui, j'avais l'impression qu'avec ce qui se passe récemment avec les émeutes ou les manifestations violentes, il y a une autre question en plus de celle... il y aurait une aspiration démocratique avec les contestations précédentes, mais là, il y a un conflit sur ce qu'on veut être, le Kratos, en fait. Non, le Démos, pardon. Et qu'il y a de profondes dissensions sur ce qu'on peut accepter être le corps social. Et celle-là, je sais pas... je suis assez pessimiste sur la façon dont elle soit surmontable. J'ai l'impression que ceux qui veulent faire le plus large corps social, en gros, la question du racisme en fait, qu'il y a une très très vive opposition à l'entrée pleine et entière de toutes les personnes racisées dans le corps social, et que sur cette question-là, il y a quand même un très fort consensus raciste. Et cet aspect-là, j'ai peur qu'il éclipse la question démocratique en elle-même, et que ce soit le vrai enjeu en fait pour la suite. Et ma question c'est, est-ce que vous avez des pistes d'optimisme à ce niveau-là? Ok, merci. Je vais tenter de répondre à ces deux questions difficiles. Sur la première question, donc c'est vrai que j'ai dit la même chose sur la philosophie, ça choque beaucoup. La philosophie, elle est née en Grèce,
Elle s'est développée en Europe occidentale, elle est passée un peu par le Proche-Orient, etc. Mais c'est vraiment une affaire qui est née là, dans notre ère à nous, et qui maintenant concerne plein de gens dans le monde entier. Mais bon, c'est quand même... Voilà. La démocratie, c'est pareil. C'est un nom grec parce que c'est une expérience qui est née en Grèce. Et ça implique cette notion de démos, cette notion de kratos. Donc, on dit souvent, Christophe le dit souvent, je suis d'accord avec lui, il ne suffit pas de s'assembler, ça c'est la démocratie. En fait, il y a quelque chose de... il y a une pensée politique qui n'est pas théorisée par quelqu'un, qui est expérimentée par un mouvement social et politique, socio-historique, et qui, en fait, est extrêmement complexe. Donc la question est de savoir votre question est de savoir si ça a existé, avec ses vertus et ses limites. Est-ce que ça a existé ensuite? C'est une très très bonne question, et je crois qu'on peut regarder du coup les héritiers ou ceux qui ont voulu être héritiers. Et nous, on est héritiers d'Athènes, on prétend l'être, on a repris le mot. Comment? Il y a toute une histoire à faire, mais déjà, un des grands moments, c'est le moment révolutionnaire du XVIIIe siècle, où on reprend l'idée athénienne de la démocratie. On reprend le mot. Et des expériences démocratiques essaient de se mettre en place et auront lieu. Ça, c'est documenté par les historiens. On va penser une république démocratique et des choses vont se mettre en place qui relèvent probablement de la démocratie, même si on peut déplorer que ça ait vite tourné court. Mais c'est pas rien. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et ensuite, pendant tout le 19e siècle, on pourrait parler aussi de l'Amérique, de Jefferson, etc. Et dans sa différence avec Hamilton et Madison, qui étaient totalement anti-démocrates, alors que chez Jefferson, il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de la démocratie. Donc ça, c'est pour les pères fondateurs de la Révolution américaine. Et du côté du 19e siècle ensuite, il va y avoir une reprise permanente de cet héritage révolutionnaire d'Athènes, avec notamment l'expérience de la Commune. Je donne un exemple parmi tant d'autres. L'expérience de la Commune de Paris, qui est vraiment une méditation et une expérimentation sur la démocratie. Donc oui, et ensuite ça va travailler l'école, les pédagogies innovantes, l'éducation populaire, un certain projet autour du théâtre, par exemple, le théâtre populaire. Voilà, il va y avoir, ça va essaimer comme ça, cet esprit de la démocratie, comme hypothèse, comme laboratoire. Donc je pense que c'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui peut circuler, qu'on peut réinitier, à condition de le réinventer, bien sûr. Et moi, je crois qu'on peut essayer cette hypothèse, avant de dire que c'est pas possible. Voilà, c'était ça que je voulais vous répondre. Maintenant, sur votre question, qui est difficile aussi, globalement, si je vous comprends bien, vous me dites si j'ai mal compris, entre le 16 mars et il n'y a pas longtemps, là, il y avait une aspiration démocratique dans le pays autour du 49-3. Hein, c'est ça? Une illusion, en tout cas, d'un consensus vers une aspiration plus de démocratie, ou enfin la démocratie, ou arrêtons avec l'autoritarisme. Je pense que vous êtes assez d'accord avec le fait que ça enchaîne sur les Gilets jaunes. Donc 2018, 2023, du néolibéralisme à la démocratie, c'est le titre de ma postface, on est d'accord? Et là, vous vous dites, depuis la mort de Naël, est-ce qu'on ne bascule pas dans une immense aspiration autoritaire? En tout cas, qu'elle pourrait prédominer. Je ne dis pas qu'au fond, ce n'est pas des gens qui ont une aspiration démocratique, mais pour eux, et ils seraient prêts à la sacrifier, cette aspiration démocratique, pour exclure absolument du corps social ceux qui prétendent aussi. Oui, mais je vous répondrai que c'est ce qui s'est fait avec les gens qui n'étaient pas vaccinés. Alors, on peut trouver que c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Mais il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui sont entrés en dépression, il y a des gens qui se sont suicidés. Ils étaient considérés... Enfin, moi, je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu. J'ai fait partie des premières à être vaccinée. Donc, moi, je n'ai pas connu ça. Mais il y a un moment, on a désigné ces gens. Moi, j'ai voulu me faire vacciner tout de suite pour pouvoir voyager à l'étranger. C'est très, très, très trivial. Hein. J'avais pas peur du produit, je l'ai pris. J'avais peut-être tort de prendre, mais bon, je l'ai pris. Les gens qui ont vécu ça, en particulier s'ils étaient soignants, etc., il y en a peut-être dans la salle, mais ils ont vécu, pour certains, un enfer. Ils ont été désignés comme des ennemis de l'intérieur. Emmanuel Macron a dit
il me faut les réduire. Je ne peux pas les mettre moi-même en prison, dans la fameuse interview qu'il a donnée au JDD. Il me faut donc les réduire. Et il a dit que ce n'étaient pas des citoyens. Ils avaient perdu leur citoyenneté. Il y a des gens qui ont dit, plein de gens sur les réseaux sociaux, qui crèvent, hein, qu'on les abatte, des parias. Donc cette chose qu'on a vue, que moi j'ai vue avec effroi, j'ai vu ça, mais j'étais effarée de voir mon pays désigné comme ça, sur la base de plus de délire, parce que les gens vaccinés étaient contaminants. Et ils embrassaient chaleureusement, de manière assez obscène, les autres. Je suis vacciné, je t'embrasse. Enfin, complètement atroce comme comportement. Enfin. Et puis, il y avait des gens qui se jetaient sur les autres pour dire « Ah, je suis vacciné ». Bon, vous avez peut-être dû voir ça, hein, de manière très ostensible et très dégoûtante. Donc, je suis sauvée et je sauve les autres. Et puis d'autres, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, donc une espèce de ferment biologique immonde, on met de côté, alors qu'en réalité, ils avaient fait un test, ils n'avaient pas le SARS-CoV-2, les autres avaient. Et ils pouvaient aller au restaurant. Les autres qui avaient... c'est fou. Moi, je veux dire, je suis traumatisée, cette expérience. Notre société française, elle est traumatisée de ce qui s'est passé. Il y a des familles qui ont explosé. Il y a des couples qui se sont séparés. Il y a eu énormément de... Il y a des collectifs de travail qui ont explosé. C'est incroyable. Et c'est pas toutes les sociétés qui ont fait ça. C'était en Italie, au Canada, en France, c'était complètement dingue. Il y a plein d'autres sociétés où ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que ces gens-là, ils n'avaient pas été perçus comme plus légitimement membres du corps social auparavant? Certes, mais du jour au lendemain, vous ne l'êtes plus. Oui. Ben, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire... Juste pour alimenter, je peux juste faire part de l'expérience. Je ne suis pas vaccinée. Je me souviens du jour où il a été interdit aux non-vaccinés de s'asseoir en terrasse. Pour la première fois de ma vie, je me suis promenée dans les rues de la ville et je suis passée à côté des gens assis en terrasse en sachant que moi-même, je n'avais pas le droit de m'y asseoir. C'est vraiment un sentiment qui m'a marqué pour toute ma vie. Bien sûr. Là, il y a certaines personnes, c'est depuis l'enfance, depuis qu'elles sont nées, que ce sentiment d'exclusion du corps social. J'ai posé une question. Et comme je disais, je suis mathématicienne, donc, quand on parle d'Alan Turing qui a vécu un enfer par rapport à son homosexualité, je disais, je pense ne pas pouvoir, moi, avoir conscience de cette espèce d'enfer qu'il a vécu, et de pression et de jugement permanent. Et là, il y a une bonne partie des gens des cités qui, effectivement, je sais pas, mais les contrôles au faciès, ça fait 50 ans qu'on ne peut plus que ça existe, quoi. Ça fait 50 ans qu'ils en ont, quoi. Leurs parents en ont eu, leurs parents en ont eu. Il y a une espèce de choc énorme. Ce que j'essaie de dire, tout à fait d'accord, hein, évidemment. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a vu sous nos yeux une expérience de désignation d'un ennemi de l'intérieur sur une base totalement irrationnelle, avec une violence extrême. Voilà. Et on a vécu ça, ça a duré, et ça dure encore à l'hôpital, hein, ça dure encore dans certains milieux, c'est encore vrai. Et ça a traumatisé toute une société, et je rappelle quand même que c'est le cabinet McKinsey qui a mis ça en place. Cette chose est un traumatisme à la société française. Je compare à la guerre d'Algérie. C'est un truc dont on ne peut pas parler encore avec plein de gens. On ne peut pas en parler avec des gens de la famille, on ne peut pas en parler au travail. On ne peut pas mettre des mots là-dessus tellement c'est traumatisant. Ma réponse, c'est qu'on vient de traverser ça, et pourtant, derrière, il y a eu un grand mouvement, qui est peut-être, je pense, encore là, avant qu'on l'enterre, hein, pas l'enterrer tout de suite, d'une immense aspiration démocratique dans le pays. Quand j'ai discuté avec François Ruffin sur la démocratie en pandémie, lui m'avait dit, j'ai l'impression que ça y est, les Français, ils sont totalement soumis. C'est fini. Et je lui ai répondu, mais non, on ne sait pas. Peut-être que tout est congelé et que ça va repartir. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je pense qu'on est traversé par des pulsions, tous, dans notre culture occidentale, française, etc., très autoritaire, autour du savoir,
Donc très souvent, moi la première, j'ai envie de foutre dehors de l'Assemblée Générale des gens qui m'insupportent, j'aimerais qu'ils ne soient pas dans le démos, quoi, qui dégagent, et qu'on décide tout entre nous, ça suffit, allez, on prend le truc, on y va, qui se taisent, on n'a plus le temps, on avance. Bon voilà, on a tous ça parce qu'on a quand même été configuré par un rapport très autoritaire au pouvoir et à l'efficacité. Donc ça, on l'a tous, on est tous concernés par ce problème. Dans tous les partis, je ne vais pas ici me faire des ennemis, mais on pourrait très bien montrer qu'à la France Insoumise, il y a eu, et il y a toujours des bonnes pulsions antidémocratiques, hein, donc, y compris à la base, hein, pas seulement au sommet. Et donc ça existe, et ça existe en nous. Et on a de plus en plus cette tentation du groupuscule, on est entre nous, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais du livre L'extrême droite qui vient, qui est un livre toujours de réflexion sur l'extrême droite. Est-ce qu'elle est là déjà ou pas? Est-ce qu'elle n'est pas en moi? Bon. Donc, ça, c'est un premier point. Et en même temps, il y a cet héritage de la démocratie, ce germe démocratique qui revit par moments, qui reprend vie, et qui demande une chose, c'est qu'on en fasse quelque chose et qu'on cuisine ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on a beaucoup de possibles. J'ai jamais vu une période historique aussi passionnante dans le pays. C'est dur, c'est angoissant, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu les années 90, 2000, etc., où quand même il y a eu une congélation. Voilà, il y a des potentialités extraordinaires. Bien sûr que tout le monde se demande s'il ne va pas y avoir une guerre civile dans une semaine, s'il ne va pas y avoir une destitution, s'il ne va pas y avoir un coup d'État. Enfin, tout est possible. C'est vertigineux. Ou alors Macron pendant 40 ans encore. Non mais je veux dire. Non mais je veux dire, on n'en sait rien du tout, quoi. J'ai jamais vu un truc aussi indécidable. Donc c'est pas le moment d'être pessimiste ou optimiste. Il faut aller sur le lieu. Je vois pas les lieux où vous pouvez aller. Je vois pas d'autres solutions. Et aller sur les lieux qui sont possibles pour chacun. Il faut regarder cette carte de France. J'adore le mouvement de ce que fait Attaque en ce moment. Ah ouais. Parce que c'est de ce travail sur la France. Parce que d'habitude, c'est, si vous voulez, les questions politiques, c'est soit les individus, l'individu dans le meilleur des cas avec son groupe de pairs, ou son groupe de followers, je sais pas quoi, soit c'est le monde. Donc l'individu tout seul, ou alors sa petite communauté, ou le monde. Mais il y a un moment, il y a aussi l'échelle de là où on est, quoi. En Catalogne, en Espagne, en Grèce... en France, et c'est notre histoire. Ça, le démos, il a un sens, là. Et là-dedans, c'est pas l'ethnos, le démos. C'est-à-dire que, comme le disait Antoine Léaumont ce matin, ce démos, il est évidemment mêlé de énormément d'origine étrangère, et on s'en fiche, c'est pas le problème, en fait. Donc, ça se joue autour de la carte, et ça se joue autour d'un pays qui regarde sa propre carte, comme on l'a fait à l'école de la République. De montrer aux enfants la carte. Et là, Attaque, Interville-Macron, j'espère que vous connaissez ce compte Twitter, qui est très drôle. Interville-Dusbol de Interville-Macron, où en fait, il caricature la vision sportive de la politique aujourd'hui. C'est 1-0, qui a gagné, qui a perdu, enfin, cette vision ridicule. Et ils disent, bah ouais, Nantes a gagné 40 points, enfin voilà. C'est très drôle. Et c'est une manière de se regarder nous-mêmes. Et moi, je faisais déjà, alors j'avais fait une carte mentale, je n'ai pas publié, c'est dommage, de Bordeaux là-dedans, dans ma proto-insurrection, mes premiers pas sur les barricades, là, j'avais fait ça. Et maintenant, là, ce qui est intéressant dans la nouvelle version 2023, c'est que c'est la France. Et qu'en plus, ça commence à s'étendre à d'autres pays, comme avec les Gilets jaunes. Et donc, il y a des pays qui nous regardent, etc. Donc, je pense que, je vous parle de la France parce que c'est une manière de se dire que, oui, il se passe des choses et on peut être, par exemple, que à Sens et un peu à Paris, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qui se passe à Nantes, ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe à Lyon, à Bordeaux, et à chaque fois, c'est différent. C'est extrêmement créatif, extrêmement intéressant. Vous n'avez pas le même style de manifestation à Nantes et à Marseille. Vous n'avez pas le même style de... Voilà. Donc, il y a des catastrophes qui se produisent en ce moment, qui se préparent, bien sûr. Mais il y a aussi une créativité de ce mouvement social qui est inouïe. Enfin, ce mouvement social, ce mouvement politique qui est inouï. Voilà. Donc je reste là-dessus. J'ai peur que ça nous ait pas calme. Mais on ne sait pas.
On ne sait pas, il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène par les médias depuis des décennies de la masse apathique, de la masse égoïste, de la masse qui ne pense qu'à elle, qui ne veut que remplir son caddie, qui se jette sur le papier toilette quand il y a une épidémie, il y a une mise en scène de la bêtise humaine, de ces pulsions destructrices qui existent. Mais c'est extrêmement facile de ne montrer que ça. Et donc, il ne faut pas se laisser intoxiquer par cette mise en scène permanente de notre crétinerie. Il existe des crétins, j'en ai rencontré comme vous, des gens vraiment assez irrécupérables, des Aurore Berger, tout le monde en a vu. Enfin, mais elle fait partie du démos, on peut pas l'exclure. On peut peut-être reprendre l'ostracisme des Athéniens. Quand quelqu'un allait vraiment trop loin, on pouvait l'ostraciser. Il y avait toute une procédure, mais c'était hyper compliqué et c'était très rare. Quand vraiment quelqu'un était devenu dangereux, il était trop dangereux pour la cité, on pouvait l'ostraciser. Mais en gros, on doit garder tout le monde dans le démos. Même Aurore Berger. Le but, c'est que ces gens-là ne gouvernent pas. C'est qu'ils soient noyés dans une masse. Ou qu'ils changent. Qu'il y ait un gros choc et qu'ils arrêtent. Ouais. Donc, tout ça pour dire que donc voilà, c'est une mise en scène de notre apathie, du fait qu'on est marginaux, présenter par exemple la NUPES comme un mouvement des extrêmes ultra-minoritaires, c'est vraiment se moquer du monde. Il y a une dynamique absolument incroyable, il y a une marge de manœuvre de politisation qui est immense, il y a des gens entiers qui arrivent vers ce mouvement et qui sont intéressés. Comment ça va? Oui. Oui, mais il ne faut pas trop se laisser impressionner. Oui, ils sont très nombreux jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui étaient prêts à dire en France on n'est pas en démocratie, il y a 3 mois. Je veux dire, il y avait Christophe Pébart, moi et 3 illuminés. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, peut-être qu'on est beaucoup plus nombreux à partager cette question, voire ce diagnostic. Donc, il y a aussi des fois, on n'a pas envie de voir, jusqu'à un certain point, puis il y a des digues qui tombent. Et chacun son rythme, chacun sa culture. Il y a des gens qui ne viennent pas du tout de milieux politisés. Pour eux, faire une manifestation, c'est déjà incroyable. Moi, je suis née dans un milieu hyper politisé. Je ne peux pas jeter la pierre à des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'était, ou alors ils étaient dans des milieux extrêmement conservateurs et réactionnaires. Il y a des chemins, en fait, employés par les gens. Il faut voir aussi dans quel milieu on est. Donc voilà, mais moi, je vois les dynamiques. C'est quand même des dynamiques de politisation autour de ces questions qui intéressaient personne, de démocratie, de république, de peuple, à l'échelle de la France, comme une échelle importante, etc. Ça, c'est nouveau. L'idée de la souveraineté populaire, se ressaisir de ces questions-là, qui paraissaient des questions, moi, quand j'étais jeune, c'était censé être totalement dépassé. Totalement dépassé. Il fallait être tous passés au niveau mondial, au niveau de l'Union européenne. Les peuples, la souveraineté populaire, tout ça, ça paraissait vraiment des vieilleries héritées de 18e et 19e siècle, des blagues. Enfin, moi, je ne le voyais pas comme ça, mais beaucoup de gens le voyaient comme ça. Donc voilà, c'est ça aussi que je... Je propose d'achever. Oui, vous êtes un peu fatigué. On vous remercie évidemment d'être intervenu tout au long de cette journée. Merci à vous avoir fait l'honneur d'être là.